Bien, bienvenue à toutes et tous. Vous ici présents à la Fédération nationale de la mutualité française, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux, ainsi que celles et ceux qui nous suivent sur YouTube pour cette 9e édition de la Fabrique du Consensus. Donc, je suis Florence Bravaccini, directrice générale de TZCLD, et avec Jeanne Beau, responsable du plaidoyer et de la vie associative, puis Morgane Gaillard, responsable de la communication, du partenariat et de l'événementiel. Nous avons le plaisir d'assurer l'animation de cette fabrique à vos côtés jusqu'à 16 heures. Alors, vous le savez, la Fabrique du Consensus, c'est un événement organisé par Territoire Zéro Chômeur de longue durée qui permet chaque année de faire le point sous un angle différent sur la construction du consensus autour du projet. Alors, l'objectif, c'est de montrer à quel point la réussite du projet s'élabore avec l'ensemble des actrices et des acteurs locaux. Alors que l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée se déploie aujourd'hui dans 83 territoires et a permis donc à plus de 5 600 personnes de sortir de la privation durable d'emploi, l'édition de la Fabrique du Consensus porte cette année sur le thème Territoire Zéro Chômeur de longue durée et maintenant. Alors nous commençons par un premier temps dédié aux enseignements et au bilan de l'expérimentation qui se déploie depuis 2016 maintenant. Alors, laissez-moi donc vous présenter les intervenants qui nous font le plaisir de leur présence pour ce premier temps. Laurent Grand-Guillaume, donc président de TZCLD, François Noguet, président de TCLD, et puis des témoins du territoire des Mureaux, Ariane Neveu, chef de projet du territoire des Mureaux, Laïla Joubaka, salariée de l'EBE Mur en Vol, Fatou Haïdara, directrice adjointe d'Insercite, SIAE du territoire. Alors, merci à vous toutes et tous d'être parmi nous pour cette fabrique du consensus. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et parlons bilan. Alors, vous le savez, on a coutume de le dire à TZ, un peu de projets et d'expérimentations ont été autant observés, commentés, évalués. En moins de 10 ans, ce ne sont pas moins de 3 bilans, 2 rapports d'évaluation pour la première étape expérimentale, un bilan global, 6 bilans thématiques, une note d'état d'évaluation pour la deuxième étape expérimentale, un rapport IGAS-IGF et à venir, un rapport de la Cour des comptes et le rapport d'évaluation du comité scientifique. Donc à cela, nous pouvons ajouter le travail de recherche et d'évaluation mené par les territoires eux-mêmes, par des réseaux de recherche au sein du CNRS, le travail réalisé par les chercheurs associés à l'Observatoire de TZ ou encore les nombreux ouvrages, thèses et mémoires. Bref, on ne manque pas de littérature sur le projet. Alors tout de suite, une première question à Laurent. Donc, après 9 ans d'expérimentation, 9 ans de présidence de l'association, 9 ans d'action, Laurent, et donc 9 ans d'évaluation, quels enseignements tires-tu de l'expérimentation et que t'inspire aujourd'hui cette longue démarche que tu as contribué à rendre concrète? Donc, on en a pour 10 heures, c'est ça? Hein. Parce que vu tout ce que tu as dit comme rapport, bon, non, d'abord, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un récit collectif. C'est-à-dire que ce projet n'aurait pas pu avoir lieu si tout le monde n'y avait pas trouvé sa place. Hein. Autant les membres fondateurs, les territoires, les personnes privées d'emploi, les associations, les personnalités qui sont investies dans le projet historiquement. Et c'est ce qui en fait sa force, finalement, c'est que c'est un collectif où chacun a trouvé sa place, premièrement. Deuxièmement, nous avons pris le temps. Je me rappelle que les critiques que nous avions au début, en 2017-2018, on nous disait, mais 5 ans d'expérimentation, mais c'est long. C'est trop long, 5 ans d'expérimentation. Bon, en 2 ans, c'est bon, on saura s'il faut le faire ou pas. Hein. Or, ça fait près de 10 ans. Et on en parlait encore tout à l'heure, ou ce matin, au bout de 9 ans, bientôt 10 ans, on apprend tous les jours. Donc, ça montre que le temps de l'action publique, le temps pour trouver des choses est long. Donc, nous, on est dans le temps long. Et c'est bien, puisqu'on est dans le temps long, là où les personnes étaient dans le temps court. Et les personnes qui ont trouvé aujourd'hui une solution avec Territoire Zéro Chômeur se posaient des questions de leurs conditions d'existence. Voilà, la condition d'existence, c'est comment je vais faire demain matin. Comment je vais faire pour que mes enfants puissent avoir accès à un sport, à la culture, pour comment je vais faire pour l'alimentation, comment je vais faire pour la santé. Le temps court. Territoire Zéro Chômeur, c'est le temps long. C'est prendre soin des autres. Donc ça, c'est important. Aussi, deuxième enseignement. Troisième enseignement, et ça, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué. Bon, j'ai connu quelques ministres du Travail depuis maintenant 9 ans. Pas forcément resté en bonne relation toujours, vu comme il a fallu se battre. Mais
c'est vrai qu'il y a toujours eu une résistance, il y a encore une résistance au projet, c'est-à-dire finalement, ce projet n'a pas été créé par l'État, il a été lancé par la société civile, donc c'est un corps un peu externe, vous voyez, que je ne maîtrise pas vraiment. Donc bon, il va falloir peut-être soit qu'on le maîtrise totalement, soit il va falloir quand même voilà, qu'on le torne un petit peu, vous voyez. Et ça montre bien que notre pays, il a quand même un problème. C'est le dialogue, c'est la sérénité dans les échanges, c'est ne pas être obligé d'organiser des rapports de force pour avoir des rendez-vous avec des ministres. Et ça, c'est encore un peu compliqué, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Ça montre quand même qu'il y a voilà, un sujet de co-construction localement. C'est toujours compliqué de travailler aussi entre élus, associations, entreprises, personnes. Parfois, on ne se comprend pas, parfois, on n'est pas d'accord, mais au niveau national aussi. Et après, un autre enseignement, je pense, de tout ça, c'est on en parlait d'ailleurs souvent avec Patrick Valentin, c'est qu'on n'a pas créé un modèle comment dire, un modèle d'entreprise fait. En fait, c'est vous qui faites l'entreprise, c'est vous qui la faites vivre, c'est vous qui construisez les relations au travail. Et une entreprise, c'est pas un modèle théorique sur lequel on écrit que l'entreprise sera parfaite parce que il y a 4 managers, 12 règles par jour. Certains ont essayé dans le temps, hein. Ça s'appelait les utopistes. Ils ont rédigé même des constitutions, parfois de 40 pages, pour décrire comment il fallait vivre dans l'entreprise. Ça s'est parfois mal terminé, notamment pour certains en Bolivie, dans la jungle. C'est les fourriéristes. Donc, je ne préconise pas de faire la même chose. Ce qu'il faut, par contre, c'est chaque jour améliorer le fonctionnement par les interactions, par les conseils qu'on peut avoir de l'extérieur. Et c'est pas simple, hein. Et c'est la vie d'ailleurs de toutes les entreprises. Dans une entreprise lambda, une TPE, une PME, une ETI, un grand groupe, on rencontre toutes ces problématiques de la vie d'une entreprise. Voilà, et puis après, et dernière chose, après il y a tellement de choses à dire, mais euh, c'est voir que les personnes ont retrouvé de l'espérance, de l'espoir, parfois de la déception. Il y a eu aussi des déceptions. On a du mal d'ailleurs à reconnaître nos échecs. On a eu des échecs. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il faut aussi le dire. Mais il y a eu tant de réussites, voilà, tant de personnes qui ont retrouvé de l'espoir, le sourire, la patate, des projets, des belles choses. Et donc, ça valait le coup d'essayer de le faire. Donc, voilà ce que je peux dire. Déjà pour l'essentiel, c'est déjà pas mal, je pense. Donc, voilà, de beaux enseignements pour le futur. Et puis, dernier truc, c'est que on a quand même réussi aussi à convaincre à l'international de l'utilité du projet. C'est-à-dire qu'on les organismes internationaux, l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, l'OCDE, l'Organisation internationale du travail, la Commission européenne reconnaissent territoire zéro chômeur de longue durée comme une expérimentation d'exception avec un impact. Et c'est écrit dans les rapports de l'ONU, de l'OCDE, de la Commission européenne et de l'Organisation internationale du travail. Je ne pensais pas, et nous ne pensions pas, qu'on serait reconnu aussi à cette échelle, et maintenant par la Banque mondiale aussi qui est intéressée par le projet. Je ne pense pas qu'ils nous donnent des financements, hein. Ça serait bien, mais bon. En tout cas, pour l'instant, ils s'intéressent au projet. Voilà. Et donc, ça montre quand même qu'il est parfois même plus facile de discuter avec ses interlocuteurs qu'avec les personnes dont on aimerait avoir la reconnaissance, c'est-à-dire en particulier les personnes dans le gouvernement ou dans les administrations centrales. Et ça, c'est dommage. Voilà, on aimerait bien avoir leur reconnaissance. Je pense que vous aimeriez bien avoir voilà, ce regard positif aussi un jour d'un ministre ou d'une ministre qui dit bah, territoire zéro chômeur de longue durée, c'est génial, ça marche, il y a des choses à améliorer, mais bravo, continuez et on vous encourage. Voilà, ça, on aimerait bien l'entendre, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Merci Laurent. Merci Laurent. Et parmi les multiples rapports et autres littératures sur le projet, il y a évidemment le plus récent qui est le bilan du fonds d'expérimentation. Donc, merci François Noguet d'être avec nous. Donc, ce bilan qui a été élaboré par le fonds que tu présides depuis un peu plus d'un an, donc, a permis de mettre en exergue depuis mars les principales données de l'expérimentation, données chiffrées, mais aussi un certain nombre de témoignages des personnes, des acteurs qui font le projet quotidien. Donc, on avait envie de t'entendre pour nous en dire davantage sur ce bilan et là aussi les principaux enseignements qu'on peut en tirer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors donc on a sorti le fonds d'expérimentation, mais ça c'est la loi qui le prévoit, a sorti un bilan. J'espère que vous l'avez tous lu et relu. Donc, et d'ailleurs, et d'ailleurs, on pourrait poser des questions, non. Plaisanterie mis à part, donc on a sorti ce bilan. Moi, je voudrais dire, avant de passer aux enseignements, je voudrais faire deux ou trois commentaires. Le premier, c'est que
Bon, on l'a dit, l'expérimentation, elle date de 9 ans. Aujourd'hui, l'expérimentation, elle est sur 47 départements. Elle représente 85 territoires, une centaine d'entreprises à but d'emploi. Autrement dit, pour moi, elle s'est largement déployée un peu partout et c'est aujourd'hui un objet incontournable des politiques de l'emploi en France. Voilà, enfin, après, on peut être pour, on peut être contre, mais elle est en 9 ans, elle s'est réellement déployée. Deuxième remarque, c'est que 9 ans, justement, nous, le bilan qu'on a fait, c'est un bilan au bout de 9 ans. Et 9 ans, Laurent l'a dit, 9 ans, c'est quand même pas rien. C'est une période extrêmement longue et c'est recueillir le témoignage, votre témoignage sur 9 ans d'expérience, 9 ans de vécu, 9 ans de vécu des acteurs, c'est extrêmement important, indépendamment au-delà des chiffres, au-delà des données statistiques. Et donc, moi, j'espère que ça, c'est quelque chose qui va être regardé de très, très près et qui va compter dans le débat qu'on va avoir avec aussi bien l'opinion publique avec les parlementaires. Troisième remarque, sur le remarque sur le timing, on a moi, je me félicite d'une certaine manière que ce bilan, on l'a sorti, on a été au rendez-vous du début des travaux parlementaires. C'est-à-dire qu'il était là quand le député Viry a commencé à travailler sur le sujet, on l'a sorti ce bilan. Bon, on aurait préféré que les autres soient aussi au rendez-vous, mais enfin, nous, on était présents. La seule chose, c'est que c'est un peu frustrant parce qu'il est sorti très tôt. Il est sorti en février-mars alors que la fin de l'expérimentation, c'est en juin 2026. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises à but d'emploi qui sont quand même très jeunes, qui ont 2 ans d'expérience, un peu plus. On considère que 75% des EBE n'ont même pas 3 ans d'expérience. Donc, on aurait aimé avoir un peu plus de recul. Bon, je rajoute un point, c'est que si vous allez sur le site comment dire, du bilan, c'est bilan.etcld.fr. Vous allez voir, on continue à travailler sur cette question du bilan et on rajoute ce qu'on appelle des dossiers thématiques. Des dossiers thématiques sur des aspects qui nous paraissent très importants dans le pilotage notamment des EBE et des territoires. Par exemple, sur le management inclusif. Par exemple, sur la place des femmes et la place des hommes dans les entreprises à but d'emploi. Par exemple, sur le handicap, sur la place des départements, sur l'impact de l'expérimentation en termes de cohésion sociale, de travail entre les acteurs. Donc ça, c'est des éléments qui vont enrichir le débat. Alors maintenant, si j'en viens aux enseignements, pour pas être trop long, enfin, j'insisterai sur 4 ou 5 points. D'abord, le premier bilan, c'est l'emploi, hein. Ce premier bilan, c'est le fait qu'on a accompagné 9 000 volontaires, on a trouvé des solutions d'emploi durable pour 5 000 personnes en CDI. Aujourd'hui, Territoire zéro chômeur, c'est 3 700 équivalents temps plein, comme on dit. Donc, c'est ça, avec 2 éléments qui sont pour nous la clé de voûte, et pour nous tous, qui sont la clé de voûte de l'expérimentation. C'est d'abord ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire le fait d'être vraiment volontariste dans le contact avec les personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Et deuxièmement, c'est le temps long dont parlait Laurent, c'est-à-dire c'est le CDI, c'est le fait de donner la possibilité à des gens qui sont très éloignés de l'emploi de retrouver de la confiance en eux, d'acquérir des compétences et de se projeter vers l'avenir. Et ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en 18 mois. Il faut davantage de temps. Bon. Donc ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est les activités, c'est-à-dire qu'on a développé des activités, vous avez développé des activités dans les territoires, des activités qui ne seraient pas finançables, qui ne se seraient pas développées dans une économie marchande classique, hein. C'est des activités en fait, qui répondent à des besoins sur le plan social, sur le plan des territoires, même de point de vue économique, mais qu'on aurait pu financer, que des acteurs, des entreprises normales n'auraient pas financé. Et ça, on a créé ces emplois. Comme vous le savez, alors il y en a une partie, je crois que c'est 35% à peu près, c'est l'économie circulaire ou la transition écologique. Il y en a qui correspondent à la cohésion sociale, comme des tiers-lieux seniors ou comme l'aide à la mobilité, ou comme la livraison de repas à domicile. Et puis, il y a tout ce qui répond à des besoins locaux des territoires. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement, c'est que du coup, on a créé une véritable filière économique, une filière économique qui apporte de la richesse au pays. Et moi, ce que je voudrais souligner là-dessus, c'est que ces entreprises, même si elles sont confrontées à des difficultés, parce que vous êtes confrontés à des difficultés, on en parle
parle assez souvent. Vous n'avez pas de fonds propres au démarrage, les recrutements, vous ne choisissez pas vos embauches. Les activités, il y a la règle de non-concurrence qui aussi complique les choses. Malgré ça, 3/4 des EBE sont en situation d'équilibre ou même arrivent à dégager un peu d'argent. Donc, ça, c'est un troisième enseignement pour moi qui est très important. Quatrième point, ça, c'est un point qui nous vaut parfois des débats, des critiques, où on est challengé là-dessus, mais je vais revenir parce que c'est important, ce sont nos relations avec l'IAE. Et je sais que Laurent en a parlé ce matin, Laurent Pinet. Les relations avec l'IAE, je pense que nous ne sommes pas en compétition par rapport aux autres structures de l'économie sociale et solidaire. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes Le territoire zéro chômeur, c'est un maillon complémentaire spécifique qui répond à des besoins particuliers de la population dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont très, très éloignés de l'emploi. Je rappelle que ceux qui nous rejoignent, vous le savez, ils ont 55 mois de privation d'emploi derrière eux. On a 28% de personnes en situation de handicap, des salariés âgés de 55 ans et plus. Donc, c'est une population qui est confrontée à des vraies difficultés, qui a besoin de ce temps long dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, par rapport aux autres structures de l'IAE, nous sommes complémentaires. Et j'ajoute que on encourage, moi j'encourage, quand c'est possible, que, par exemple les structures BE soient adossées à des groupements IAE, voire même soient créées par des groupements IAE. Et c'est très important que d'ailleurs les structures IAE soient présentes dans les comités locaux pour discuter, par exemple, de qui fait quoi en termes d'activité sur les territoires. Et le dernier point, je finis par celui-là, c'est la question du financement. Alors là aussi, la question du financement, on l'a vu, hein, ça, de toute façon, on va pas y couper. La soutenabilité du modèle économique, on a déjà entendu la ministre, enfin on est habitué parce que c'est collectivité publique, ce que ça coûte réellement. Alors, c'est vrai que l'emploi sur le plan budgétaire, la dotation dont on bénéficie, c'est à peu près le SMIC, c'est 23 000 euros. Donc, on a calculé en face de ça quelles sont les économies, quelles sont les économies que fait la puissance publique en termes de RSA, en termes d'allocation chômage, en termes de diverses allocations, quels sont les gains en termes de cotisation salariale, en termes de cotisation patronale, de taxes, d'impôts, etc. Et on s'aperçoit que le coût net pour le contribuable, c'est 6 000 €. 1 euro, c'est économiquement parlant, c'est à tout casser 6 000 euros. Et encore, c'est un calcul qui est, à mon avis, assez sécurisé. Et on ne compte pas là-dedans tous les bénéfices induits. C'est-à-dire, on compte pas l'insertion sociale, on ne compte pas les aspects qu'évoquait Laurent sur l'alimentation, sur la prévention médicale, etc. Donc, moi, je suis persuadé, je suis convaincu que l'expérimentation est bénéfique économiquement et socialement pour la collectivité, pour le pays, pour le contribuable. Et je pense que l'expérimentation, j'en finis par là, c'est vrai, elle est vraiment créatrice de valeur, comme on dit, elle est créatrice de valeur pour l'humain d'abord, économiquement, économiquement, elle est créatrice de valeur, et en termes de cohésion, parce que voilà, c'est avec des expérimentations comme celle-là qu'on arrive à ressouder la société. Merci beaucoup. Ça fait une très bonne transition avec le territoire des Mureaux et ses différentes actrices, puisque là, c'est vraiment très féminin cet après-midi, qui viennent, qui vont venir incarner finalement les différents enseignements et les principaux points que tu as abordés, François. Et je rebondirai particulièrement sur cette notion de création de valeur humaine, mais aussi sur le territoire, création de valeur sociale. C'est un petit peu les aspects qu'on avait soulevés ensemble quand on a pu préparer cette table ronde. Donc, je vais d'abord donner la parole à Ariane Neveu, donc, qui est chef de projet du territoire des Mureaux. Peut-être d'abord pour nous replacer un peu l'histoire du territoire, comment et quand il est devenu territoire zéro chômeur de longue durée et qu'est-ce que c'est aujourd'hui le territoire zéro chômeur des Mureaux. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Je suis Ariane Neveu, la chef de projet. Le territoire zéro chômeur de longue durée Les Mureaux est un récent
territoire dans l'expérimentation, mais le projet, la première loi dès 2016 a intéressé le territoire des Mureaux avec toute la coopération. On a un des pôles territoriaux de coopération économique qui s'appelle Vivre les Mureaux les plus dynamiques de France. La mairie, tous les acteurs du territoire se sont dit, ah bah, il faut qu'on fasse un territoire zéro chômeur aux Mureaux. Et donc, il y a une association spécifique dont je suis la seule salariée qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, les Mureaux. Donc, c'est vraiment une initiative citoyenne qui a été créée, la présidente est ici, donc en décembre 2021. Le territoire a été habilité en juillet 2023. Ensuite, notre entreprise à but d'emploi qui s'appelle Mur en Vol, dont Leïla est salariée, ça a été donc conventionné par le fonds en décembre 2023 et par le département des Yvelines, parce que les Mureaux, c'est sur l'autoroute de Normandie, entre Paris et la Normandie, on va dire, à 35 km vers l'ouest de Paris. Et c'était le 1er avril 2024. Donc, ça veut dire que notre entreprise à but d'emploi, elle a juste un peu plus d'1 an. Et ça, c'est vraiment l'origine du projet. Et moi, j'ai rejoint donc bénévolement et puis en tant que salarié, je suis chef de projet depuis novembre 2023. Et le premier chef de projet est devenu directeur de l'entreprise à but d'emploi, Xavier Edoux. Et c'est vraiment parti de la ville, mais tous les acteurs de la ville pour créer ce projet et déposer le dossier, choisir le territoire, parce que c'est une ville de 34 000 habitants. Et donc, il a fallu choisir un territoire de 10 000 habitants, la contrainte de la loi, parmi une ville de 34 000 habitants. Alors, ce qui était aussi notable dans cette histoire du projet aux Mureaux, c'est justement cet ADN de la coopération territoriale et on pensait que c'était intéressant de pouvoir zoomer sur cet aspect-là. Que se passe-t-il au comité local pour l'emploi? Quelle forme de dynamique territoriale ça peut prendre? Qu'est-ce que ça accélère comme autre politique publique et comme coopération avec les acteurs? On aurait voulu t'entendre là-dessus. Alors, nous, on a un comité local pour l'emploi très large et en effet très dynamique qui se réunit en moyenne 5 fois par an, plus des commissions trajectoires vers l'emploi en dehors. On a 5 structures de l'insertion par l'insertion. 5 SIAE, donc structures de l'insertion par l'activité économique à l'intérieur de notre comité local pour l'emploi. Donc, la directrice de France Travail est très engagée depuis le début dans le projet, le département, donc la mission locale, la mairie, les entreprises, les associations. Et c'est vrai que ce soit pour imaginer les activités, c'était à la fois avec les premiers volontaires privés d'emploi, mais aussi pour bien connaître les besoins de la ville, les besoins non couverts, tous ces acteurs-là, ou pour mettre en place la mobilisation, que ce soit d'aller vers dans les pieds d'immeubles, etc., ou par des informations collectives pour les bénéficiaires du RSA, pour France Travail, etc. Tout se fait en coopération. Dans le comité local pour l'emploi, on imagine, on vote le futur du projet, les futures activités, et ça a permis aussi d'étendre les activités pour le BE et de vraiment, on a comme priorité un emploi décent et durable pour tous les volontaires, mais pas forcément le BE, parce qu'on a une limitation à 76 équivalents temps plein, avec un territoire de 600 personnes privées durablement d'emploi, dont on estime que la moitié sont volontaires. Donc, vous imaginez 300 personnes. En fait, la première chose, et ça a été dit ce matin par le territoire d'Antony, si on donne confiance aux gens, qu'on les accompagne, qu'on les reçoit, en fait, c'est d'essayer aussi de les amener vers un emploi décent et durable à l'extérieur de l'entreprise de but d'emploi, dans des structures de l'insertion économique, dans des entreprises classiques, des associations. Et donc là, on a à chaque fois, moi, je me réveille le matin et je reçois, quand j'invite dans des temps collectifs, ça dit, ah non, mais moi, je ne peux pas venir, j'ai trouvé un CDI. Je dis, ah bah super, c'est dans quoi, etc. Ah bah moi, je commence donc on a actuellement, donc on a 11 personnes, donc 45 personnes qui étaient privées d'emploi, qui sont rentrées dans le BE en 1 an. Donc ça fait une entreprise à but d'emploi de 50 personnes. On en a 11 en CDI hors EBE. En tout, 27 qui sont sortis de la privation d'emploi, c'est-à-dire c'est des CDD de plus de 6 mois ou 6 en ce moment dans des structures d'insertion par l'activité économique, plus ceux qui sont en intérim, en CDD de moins de 6 mois. Mais en fait, on encourage cette activité aussi parce que ça donne le moral. Et c'est pour ça que
à la sortie, par exemple, de l'insertion, s'ils habitent le territoire et qu'il n'y a pas d'autres solutions durables, bah, certains ont intégré le BE. Ça arrive. Pareil, à la sortie d'un intérim ou d'autres solutions. Mais ça dépend de leur volonté et ça dépend du dynamisme aussi de progression de l'activité dans l'entreprise à but d'emploi. Pour n'embaucher que quand bah, il y a des besoins de l'activité pour que les personnes aient effectivement des choses à faire où elles se sentent bien. Alors, c'est très intéressant puisqu'on touche là à l'un des principaux fondamentaux du projet, c'est-à-dire cette recherche de l'exhaustivité territoriale par la coopération avec les acteurs. Donc, ça permet de faire le lien avec vous, Fatou Aïdara. Donc, vous êtes directrice adjointe d'Insercit, qui est une structure de l'insertion par l'activité économique du territoire. Alors, peut-être pour nous expliquer un petit peu comment vous avez été amené à siéger au comité local pour l'emploi et à coopérer avec les acteurs au sein du projet Territoire zéro chômeur des bureaux. D'accord, ben merci. Tout d'abord, je vous salue tous. Donc, bonjour les uns et les autres. Je suis Fatou Aïdara, la directrice adjointe d'Insercit. Donc, initialement, c'est le directeur qui devait être là aujourd'hui. Donc, peut-être que vous avez vu son nom quelque part, Ibrahima Kamara. Il n'a pas pu venir malheureusement, donc j'ai pris sa place. En ce qui concerne notre relation avec Territoire zéro chômeur au Muro, je voudrais d'abord présenter notre structure. Donc, Insercit, c'est une association qui a été créée en 2011. Donc là, ça fait à peu près 14 ans qu'on existe sur le territoire des Mureaux, mais aussi sur les villes environnantes. Alors nous, notre principal, c'est vraiment de lutter contre la fracture numérique et justement de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes à travers donc, le numérique. Du coup, notre association est divisée en 3 axes. Donc, on a une partie chantier d'insertion, donc c'est celle-ci que je vais le plus développer. Le chantier d'insertion, aujourd'hui, nous permet justement de recruter des personnes en CDDI, donc des personnes vraiment éloignées de l'emploi, du monde de l'emploi. Quand elles sont recrutées chez nous, elles vont travailler, elles vont occuper des postes euh, un peu hors du commun, en tout cas pour un chantier d'insertion, parce que étant donné qu'on est spécialisé dans les métiers du numérique, on va retrouver des personnes qui vont travailler en tant que développeurs. Il y a des développeurs web, des community managers, des vidéastes, enfin, en tout cas tout ce qui a un trait tout ce qui a trait avec la communication digitale. Donc, on accompagne beaucoup de structures du territoire, soit des commerçants de proximité, les collectivités, les associations. On travaille d'ailleurs beaucoup avec le BE Mur en Vol Le site internet de Muranvol. que nous avons, que nous avons conçu. On a aussi un pôle inclusion. Donc là, dans le pôle inclusion, on va mettre en place beaucoup d'actions d'aller vers justement pour faire, comment dire, pour parler du numérique. Donc organiser des animations, par exemple, dans les structures. On est venu à plusieurs reprises pour faire découvrir les métiers du numérique aux personnes qui travaillaient chez Muranvol. Voilà. Quelquefois, ils viennent chez nous aussi pour faire de la formation, parce qu'aussi, on a un pôle formation. Donc, pareil, dans le pôle formation, en fait, on essaie de toucher différents types de publics, que ce soit des personnes qui soient vraiment éloignées du numérique, par exemple, qui ne connaissent pas vraiment les bases, qui n'ont pas les compétences de base en informatique, ou tout simplement comment utiliser un ordinateur pour faire des démarches. Parce que c'est vrai qu'en 2025, ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, au-delà de l'exclusion, on va dire, enfin, des personnes qui sont un peu éloignées du monde de l'emploi, on remarque aussi qu'il y a des personnes qui sont tout simplement exclues. euh, Éloignés du monde du numérique et qui ont du mal, par exemple, à chercher du travail. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2025, quasiment tout se fait via Internet. Donc, il faut déjà connaître l'outil, il faut avoir les connaissances. C'est pour ça qu'on intervient beaucoup chez Muranvol. Du coup, notre partenariat, il est assez fort parce qu'on intervient beaucoup, on est membre du CRE, enfin, du comité local pour l'emploi, depuis le début, hein. Voilà. Alors, comment ça s'est fait? C'est vrai qu'au Muro, les structures qui sont présentes ont l'habitude de travailler ensemble, que ce soit lors d'appels à projets, enfin, des appels à manifestation d'intérêt ou tout type d'action. À chaque fois qu'il y a un événement, par exemple chez Muranvol, ben, ils vont faire appel à Insertit, soit pour une prestation, enfin un partenariat par exemple pour tout ce qui est captation d'événements, faire des témoignages avec les employés, concevoir le site internet, les former, les accompagner. Donc ça, c'est une partie. Et pour aller encore plus loin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui travaillaient dans le BE et qui, suite à leur, enfin, ensuite de parcours, se sont retrouvées à travailler chez nous, chez Insertit. Donc,
on peut considérer ça comme une, je ne sais pas si vous dites Non, qui était privée d'emploi. privée d'emploi. D'abord, elle était privée d'emploi. Voilà. Elle ne travaillait pas dans le BE. D'accord, privée d'emploi. Beaucoup de sorties, mais- Ah, ok, très bien. Oui, en tout cas, que nous, on a pu recruter par la suite. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place. On a aussi, comme dans tout type, comme dans tout chantier d'insertion, nous avons des conseillers en insertion professionnelle, ce qui fait que les personnes qui arrivent, bon, ces personnes-là, elles bénéficient d'un accompagnement renforcé pour tout ce qui est recherche d'emploi, parce que l'idée, évidemment, c'est de lutter contre le chômage, de les rendre encore plus employables, qu'ils puissent aussi rebondir vers un emploi durable. Donc, il y a cet accompagnement avec les CIP, où ils vont pouvoir bénéficier d'ateliers de techniques de recherche d'emploi, un peu d'orientation aussi. Donc, c'est des choses comme ça qu'on essaie de mettre en place avec territoire zéro chômeur, pardon. Et bon, après, je sais qu'ils travaillent pas, ils sont pas uniquement en partenariat avec nous. Je sais que c'est très diversifié. Donc, nous, on s'occupe principalement de la partie numérique. Mais après, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y a France Travail avec qui vous êtes et d'autres associations aussi. Voilà, globalement, ce qu'on fait. Ok, merci. Mais on voit bien toutes les facettes de ce que le mot complémentarité peut vouloir dire. Et c'est vraiment aussi, je pense, important pour toutes et tous de l'entendre. Parce que ces dernières semaines, on a plutôt tendance à pointer du doigt ce qui va pas bien. Mais il y a aussi des territoires où ça se passe bien. Et c'est bien de le dire aussi. Oui, en partenariat aussi avec l'insertion, on a aussi deux associations intermédiaires, donc qui font des missions pour des entreprises, des collectivités. Et là, on est aussi tout à fait partenaire, soit pour les chercheurs d'emploi qui peuvent effectuer des missions et être accompagnés par leurs conseillers en insertion professionnelle, mais aussi pour réaliser ensemble des missions pour des entreprises, des collectivités. Ça peut être l'association intermédiaire qui appelle l'entreprise à but d'emploi pour lui dire: «Ouh là là, en fait, moi, je mets à disposition du personnel, mais là, il y a besoin d'un véhicule, de ci, de ça, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut faire ensemble?» Ou ça peut être l'entreprise à but d'emploi qui dit: «Bon, j'ai cette proposition, mais je ne veux pas vous faire concurrence, donc est-ce que vous êtes OK si on y va?» Donc, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant parce que c'est gagnant-gagnant. Et c'est vraiment perçu comme ça. Et on a deux associations intermédiaires qui viennent à la commission trajectoire vers l'emploi, qui viennent au comité local pour l'emploi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Après, on n'a pas d'entreprise adaptée sur le territoire, mais on a une pas loin et on a deux ESAT, mais qui sont aussi en lien très, très partenarial fort avec l'entreprise à but d'emploi. Merci. Alors, on termine par le témoignage de Laïla, qui est salariée de l'EBE. Laïla, comment avez-vous entendu parler du projet et en fait, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans l'EBE Mur en Vol? Bonjour à tous. Je me nomme Leïla. Donc, pour commencer, je vais être simple. Ça fait très, très, très longtemps que j'étais à la recherche d'emploi. Je suis une personne qui était au chômage pendant un peu plus de 2 ans. Donc, ça a été très compliqué pour moi de reprendre une vie active, hein, et en fait, d'être souvent invisible. C'est souvent le mot, hein. On est très invisible, hein, les personnes de chômage de longue durée. On nous met souvent, voilà, en retrait, en rejet. C'est ce qu'on ressent, c'est l'impression qu'on a. Et dans le quartier, voilà, avec toutes les associations qu'on a la chance d'avoir dans notre ville, j'ai de bouche à oreille entendu parler de territoire zéro chômeur. De là, j'ai assisté à une réunion d'où j'ai connu Ariane et Marianne, que je précise. Ils m'ont expliqué un peu comment se passait le projet, comment ça se déroulait, le fonctionnement, ce qu'ils apportaient pour nous, et nous expliquer que voilà, ils étaient en association avec l'EBE, voilà, avec qui je travaille actuellement, mais pas que, avec d'autres associations. Si voilà, si j'étais pas intéressée par l'EBE, il y avait d'autres formations comme Insertit ou beaucoup d'autres associations, voilà, en direct avec Ariane. Moi, voilà, pour ma part, j'ai préféré travailler dans le BE, dans le secteur de la librairie. Donc voilà, je suis une lectrice née. Donc voilà, pour ma part, c'était hyper intéressant de travailler dans ce domaine-là et qu'on me donne cette chance-là, en plus de pouvoir travailler dans ce domaine-là, en sachant que je n'avais pas les diplômes, un petit bébé libraire, comme on nous appelle souvent, voilà, en librairie. Et comment vous dire que ce boulot m'a apporté
une confiance en moi, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a apporté bah, avec des collègues, en fait, on avait oublié tout ça, les routines de collègues, la reprise de travail, concilier les enfants, le travail. Voilà, c'est toute une vie qu'on a repris, qui était un rythme de vie qui n'était pas très simple au départ, mais on est tellement bien accompagnés, on est tellement bien soutenus par l'association que finalement, voilà, on se complaît là-dedans. Et je vais parler un peu de l'EBE où je travaille. Donc, nous, notre président, c'est Xavier, Monsieur Edou, qui n'est pas là aujourd'hui, mais notre directeur, pardon, parce que le président est Hervé, pardon. Donc, moi, je travaille au sein de l'EBE. J'ai commencé il y a plus d'un an, bientôt maintenant, au début de la société. En fait, j'ai commencé vraiment dans les débuts. J'ai fait un petit peu de bénévolat au départ. C'est comme ça que j'ai un peu connu la librairie, tout ce qui est proposé au niveau de l'EBE. Ensuite, bah, voilà, j'ai vu que la librairie, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai vraiment appuyé pour essayer d'intégrer l'équipe de librairie et on a accepté ma candidature. Ce qui est super, c'est que c'est des contrats à temps choisi. Donc, un CDI déjà, hein, on vous propose, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un CDI. Donc, c'est hyper important voilà, d'appuyer là-dessus. Et un contrat à temps choisi qui est super, surtout pour moi qui est mère célibataire avec enfant, très compliqué. Donc, au niveau des horaires et au niveau de l'emploi du temps, ce qui était super avantageux de pouvoir voilà, discuter et de trouver un compromis avec notre voilà, responsable ou chef d'équipe à ce moment-là au niveau de l'emploi du temps. Ensuite, on a une équipe où il y a plusieurs ateliers en fait dans notre BE. Donc, on a l'avantage de pouvoir diversifier. Si, bon, moi, voilà, pour ma part, c'est le 100% librairie, mais j'ai d'autres collègues à qui vont faire de la vannerie, qui vont faire aussi du vélo, réparation vélo, de la menuiserie. On a aussi de l'accueil, tout simple, hein, de l'accueil de clients, de l'accueil social. On a énormément d'ateliers d'animation, de pôles créatifs, de pôles. En fait, on a 4 pôles, si je ne dis pas de bêtises. On a 4 pôles. D'où l'intérêt où qu'on puisse en fait un peu voilà, se familiariser sur tous les pôles. Si vous vous sentez pas bien sur un pôle, bah, vous avez cette chance-là de pouvoir aller voir si vous pouvez vous sentirez mieux dans un autre, ou pourquoi pas en menuiserie, ou pourquoi pas voilà, en vélo, selon chacun un peu ce qu'il aime, voilà, ce qui lui applique, ce qui lui voilà. Et donc, voilà, moi, je trouve que grâce au territoire zéro chômeur, j'ai pu voilà, intégrer le BE et je trouve que c'est une force, c'est vraiment une force. Et je voulais énormément les remercier. Hein. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font, incroyable ce que vous faites, hein, tous, hein, pas que le BE, pas que le territoire zéro chômeur des Mureaux. Et je vous remercie, voilà, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter que Laïla, elle est modeste, mais en fait, on a ouvert une deuxième librairie, effectivement, dans la ville des Mureaux. Donc, il y avait une librairie centrale et on a ouvert dans la galerie commerciale du centre Auchan. Elle est référente de la deuxième librairie. Donc, voilà. Et à la photo, là. Ah, ben, c'est ça. Et je remercie Ghislaine Séné, la sénatrice des Yvelines, qui est un soutien fort du projet. On était ensemble devant l'Assemblée nationale avec pour le budget avec nos chasubles territoire zéro chômeur l'année dernière. Et puis, elle est plusieurs fois venue nous voir pour territoire zéro chômeur et dans le BE. Et voilà, on associe fortement nos parlementaires, effectivement, et tous les acteurs autour de nous, députés, sénateurs, pour ce droit à l'emploi. Merci beaucoup donc, pour votre témoignage. On va passer au temps 2 de notre après-midi. Donc, merci Ariane, merci Fatou, merci Laïla, merci Laurent, merci François. Et j'invite, merci.
J'invite Mathieu Siam. Nous accueillons donc Mathieu Siam, auteur de la bande dessinée L'effet papillon, carnet en territoire zéro chômeur de longue durée, qui est sorti en librairie le 23 avril dernier et qui raconte l'émergence du territoire zéro chômeur de Poitiers, territoire d'où est originaire et où il vit Mathieu, et à qui nous laissons aujourd'hui carte blanche pour parler de cet ouvrage. Et Morgane Gaillard, donc responsable de la communication, des partenariats et de l'événementiel. Alors, quand on te demande, Mathieu, pardon? Bonjour. Alors, oui, Mathieu, quand tu parles de toi en tant qu'auteur de bande dessinée, tu dis que euh, tu parles d'état de saisissement quand il y a des sujets qui viennent à toi et qui repartent. Donc, certains restent, certains repartent. Pourquoi Territoire zéro chômeur de longue durée est resté? Donc, explique-nous comment. Sur le bouton. Voilà, faut appuyer sur le bouton. Alors, c'est pas moi qui dis que c'est l'état de saisissement, l'état de saisissement, c'est un terme technique qui est utilisé par les créateurs de bandes dessinées. En tout cas, c'est comme ça que ça a été étudié, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Et l'état de saisissement, c'est quand on a l'idée. Mais l'idée, quand on est auteur, on en a plein tout le temps. Et le problème, c'est celle qui reste. Alors, la plupart, elle s'évapore. Hein, c'est les bonnes idées, mais enfin, ça tombe. Et celle du territoire zéro chômeur, elle, est restée. Alors, elle est restée parce que ça, d'abord, c'était quelque chose qui me parlait. Moi, j'avais fait des études d'économie. Alors, ça n'a plus existé, mais ça s'appelait MAS à l'époque. C'était mathématiques appliquées aux sciences sociales. Et alors, dans ce truc-là, on faisait à la fois de la microéconomie et de la macroéconomie. Et donc, moi, je trouvais que le territoire zéro chômeur, j'avais suivi un peu de loin, c'était le département voisin, les Deux-Sèvres, ce qui s'était passé à Moléon. Donc ça m'avait déjà un petit peu interpellé parce qu'il y avait cette idée-là de mélange de macro et de micro, ça me plaisait bien. Puis il y avait aussi l'idée de l'économie solidaire. Ça, je trouvais ça très intéressant. Donc j'avais ça. Alors, il y avait aussi eu plein de choses qui faisaient que ça revenait. On en parlait tout à l'heure, il y avait cette affaire sensible, là, j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure la personne qui avait répondu aux questions à la fin. Euh, bon, bref, c'était un sujet. Et lorsque j'ai demandé à rencontrer pour voir si c'est un sujet qui allait rester ou non, j'ai rencontré les personnes qui s'occupaient à ce moment-là, c'était des gens des maisons de quartier de Poitiers qui avaient décidé d'accompagner ce territoire avec les futurs employés. Et ils m'ont dit, bah oui, bah viens nous voir. On est au restaurant d'insertion, qui s'appelait le Pourquoi pas la ruche. Donc j'ai été manger avec eux. Ils m'ont expliqué dans les grandes lignes, tout ça, ça m'intéressait. On s'est dit, on va continuer. Et puis là, ils m'ont dit au dessert, bah viens, voilà, viens avec nous. Alors il dit aux gens, ben voilà, je vous présente Mathieu. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, il ne sait pas très bien lui non plus, mais je vous demande de l'accueillir. Et là, il s'est passé un truc, c'est que les gens ont applaudi. Ils ne me connaissaient pas, donc c'est pas moi qu'ils applaudissaient, hein, de toute évidence. Mais ils applaudissaient, il y avait une espèce d'énergie dans cette salle. Il se passait quelque chose, quoi. Les gens étaient galvanisés par la création. On était à 15 jours de la création, de la signature des CDD. Il y avait une espèce de joie et tout. Puis il y avait Patricia au fond qui fait mais tu vas nous dessiner? Alors, j'ai dit bah oui, ouais. Mais pas toute nue hein, et tout. Hein. Là, bon, ouais, non, pas toute nue. Et voilà, il y avait quelque chose de très émouvant. Et en sortant, je me suis dit ouais, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Alors, comment j'ai fonctionné? Je fais les questions, les réponses. Hein. Euh, euh, la première chose, ça a été de les suivre pendant un an. Il fallait borner un petit peu le récit. Donc, le début, ça a été la signature des CDI. Voilà, ça me semblait un bon point de départ. Et puis, la deadline d'une année, ça me semblait aussi important. Voilà, un an, ça se boucle, c'est pas mal. Et donc, je les ai suivis pendant un an et j'ai témoigné de ce que je voyais, témoigner de leur travail. Donc au départ, effectivement, on imagine, il n'y a plus personne de Poitiers parce que j'ai vu Alexandre partir, mais les bâtiments étaient très vétustes en fait, qui avaient été mis en place par la ville. C'était vraiment, il y avait un gros travail hein, de mise en place. Donc ils sont en fait nétriquement nettoyés, peints, voilà. Donc il y avait cette frénésie qui était présente. Et puis ensuite, il y a eu le développement des activités qui étaient la recyclerie de jouets, il y a eu tout ça. Donc moi, j'ai suivi comment ils fonctionnaient, leur impatience aussi parfois parce qu'ils sont là pour travailler, mais les outils de production, ils ne sont pas en place. Donc, comment on fait? Donc, tout ça, j'ai géré. Et puis, effectivement, plus le récit avançait, quand même, à un moment donné, quand je revenais à l'EBE,
il y avait quand même moins de choses qui étaient nouvelles. Je sentais que ça ronronnait, il fallait que je trouve une porte de sortie. Et il y avait aussi témoigné des parcours de vie de ces gens. Alors, ça c'était compliqué. Il y avait 35 personnes qui étaient dans le BE. Sur ces 35 personnes, bah, certains m'ont fait l'honneur de me raconter leur parcours de vie, qui sont parfois, évidemment, c'était l'ADN commun, hein, c'est d'avoir eu des parcours complexes et souvent difficiles. Certains n'ont pas du tout voulu partager. Ils ont été très clairs dès le départ. Ton truc, ça ne vous intéresse pas. Il y a eu quand même une forme de les premières semaines, une forme de défiance aussi, comme si j'étais dans le voyeurisme ou des choses comme ça. Donc, c'est ma présence régulière à évaporer ça, mais au départ, il y avait quand même ça. Et puis, à un moment donné, voilà, les petites phrases se sont lâchées. Souvent, c'était dans les couloirs, entre deux portes. Et puis, à un moment donné, voilà, quelques personnes identifiées ont dit, bah voilà, moi, il m'est arrivé ça, il s'est passé ça et tout ça. Après, il y a un devoir, c'est-à-dire que entre le moment où la personne me raconte son histoire, le moment où moi je vais écrire un scénario et le moment où je fais lire cette partie du scénario, parce que c'était très important pour moi que ces personnes-là soient d'accord, il y a une forme de consentement par rapport à ce que j'allais écrire, surtout sur des domaines de l'intime comme ça. Évidemment, de l'eau a coulé. Alors, ce qui arrive à un moment, donc on a relu, pour la plupart, ça n'a pas posé de problème. Et puis, il y a eu 3 personnes qui m'ont dit, ouais, non, mais ça, c'est vrai, hein, c'est pas faux, hein, mais moi, je peux pas possible, quoi. C'est pas possible parce que, en fait, ça va être lu par mes enfants, ça va être lu par, et donc ça, je veux pas, quoi. Et alors, je vais pas, parce que beaucoup on l'a BD, donc je vais pas effleurer le truc, je vais pas dire laquelle personne, mais on va imaginer que c'était une femme qui avait connu la rue. Alors, c'est pas le cas, mais on va dire que c'était quelqu'un qui avait connu la rue. Et elle trouve que c'est violent qu'on dise ça. Et du coup, elle m'avait envoyé un message, non, il faut enlever ça. Et on s'est envoyé des messages jusqu'à 1h30 du matin. Alors, là, bah, au lieu de dire elle a connu la rue, on peut dire peut-être que c'était pas toujours facile d'avoir une stabilité dans le logement. Ou voilà, enfin, on essaie voilà, l'attention y est. Et puis moi, je voulais que cette attention elle y soit parce que c'est sans prétention, mais j'espère que pour certaines personnes qui sont en grande difficulté, la possibilité d'avoir accès à ce livre, ou en tout cas des personnes qui l'ont et qui sont des personnes ressources, pourront qu'on dire oui, mais tu vois, il y a des solutions, tes aides, c'est une solution, tu vois, voilà, donc il y a quelques messages d'espoir. Donc l'idée de dire tu as connu la rue, ben, en fait, c'est pas fini, tu vois, c'était important. Mais moi, en tant qu'auteur, il y a le poids des mots, mais si je la mets toute petite, assis, avec un sac à dos qui est énorme, face à une pancarte centre d'hébergement à côté. Je respecte sa volonté de dire que savait pas, mais je la trahis aussi, quoi. Donc il fallait trouver une façon de faire pour que ça soit quand même une phrase qui soit forte. L'hébergement n'était pas là tous les jours. Mais alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un truc qu'on utilise en VOD, c'est-à-dire que la case suivante est une case muette. Et comme la case est muette, le lecteur va dire, ah, il y a quelque chose, tiens. Et il va repenser Et on n'insiste pas lourdement, on fait confiance au lecteur pour que ça résonne. Donc ça, c'était la partie témoignée de mon ouvrage. Et après, la deuxième partie, c'est expliquer. Alors expliquer, évidemment, dans cette salle, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer le TZ. Ça doit être bon pour tout le monde. Mais je vous assure que quand on arrive dans ce milieu-là, eh ben, c'est très jargonnant, hein. Voilà, on m'a repris plus d'une fois. Et là, j'ai eu une chance incroyable. Euh, alors, des fois, je vais dans des salons un peu partout en France. Et puis là, c'était en Bretagne. Et je suis logé des fois à l'hôtel, des fois chez l'habitant. Et j'ai travaillé chez l'habitant. Enfin, j'ai accepté de dormir chez l'habitant, ce qui ne posait pas de problème. Et il se trouve qu'elle me dit, bah, ma fille, enfin, ma belle-fille travaille au territoire zéro chômeur. Mais si vous voulez, quand on est dans cette expérience-là, on en voit beaucoup. Je crois que vous êtes environ 4000 ou 6000 personnes travailler, enfin, c'est la brochette. Donc j'entends que d'une oreille, et puis il est insistant, il évoque le mot de Louis Gallois, qui a travaillé avec Louis Gallois. Et donc c'est Catherine qui est au fond, et c'est comme ça que je suis rentré avec Catherine, qui a travaillé au territoire zéro chômeur longue durée, qui a été une ressource extrêmement précieuse. Sans elle, ce livre serait pas du tout le même, quoi, soyons clairs. C'est la première qui dit, ah non Mathieu, on peut pas dire dispositif, on dit expérimentation. On dit ah non Mathieu, ça on peut pas dire ça, ouais. Et en même temps, bah, la patience qu'elle a eue d'expliquer, donc c'était voilà, une personne très importante dans ce livre. Et il y en a eu une autre, c'est toujours dans la partie explication. Il y avait c'est Gilles. Gilles est un universitaire à la fac de Poitiers. Et lui, bah, il suivait le territoire zéro chômeur de Poitiers.
il faisait une sorte de, voilà, comme il travaille dans les sciences sociales, c'est pour voir un peu comment ça allait évoluer sur les 4-5 années. Et cette personne-là, bah, c'était vraiment chouette. Il y a tout un passage, je vous le lirai dans le livre pour ceux qui voudront. J'ai rien inventé, si vous voulez. Il a vulgarisé le propos. Bon, c'est son métier, hein, après, hein, il sait faire. On a retravaillé un peu le texte, mais et l'interaction qu'il y avait eu avec je vous laisse découvrir, mais l'interaction qu'il y a eu avec des employés était juste poétique. C'était un moment poétique, ce truc-là, quoi. Et après, on a revu Gilles. Il y a plein de questions qui étaient importantes aussi, que j'ai pas pu traiter. On peut pas tout traiter. 160 pages, c'est des choix. Malheureusement, c'est des choix. Et toute la partie immigration, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas pu traiter. C'est quel est le pourcentage de personnes, pourquoi ils sont là, comment. Voilà, c'est des choses. Il m'a indiqué en fait des endroits où aller, mais j'ai pas pu y aller. Alors voilà. Donc dans mon livre, j'ai témoigné, j'ai expliqué. Et puis, j'ai incarné. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Parce que quand on est auteur de BD et qu'on veut faire une BD de reportage, on se doit d'être factuel, de prendre une espèce de position qui est du journaliste, mais on n'est pas non plus journaliste. On n'est pas scientifique parce qu'on ne fait pas une thèse et puis c'est pas notre boulot. Et il y a l'espèce de, quand on est auteur, alors, notre boulot à nous, c'est d'apporter de l'émotion, d'avoir avec un contenu. On a un contenu qui est très gros, qui est pas facile, mais on doit apporter de l'émotion là-dedans et un parti pris parce que c'est aussi l'auteur, lui, peut se le permettre par rapport à un journaliste. Mais bon, quand j'ai fait, je vous ai parlé tout à l'heure, la signature des contrats, quand je suis arrivé dans cette salle pour la signature des contrats pour le début, ben là, il y avait quelqu'un. Et cette personne-là, c'était pas n'importe qui. C'est une personne qui était avec moi au collège, puis aussi après avec moi au lycée, et puis avec moi à la fac. Et c'était mon colocataire pendant 3 ans. On partait en vacances, voilà, nos enfants ont grandi ensemble. Et puis un jour, lui, la machine s'est enrayée. Et voilà, il a connu tout ce qu'on connaît. Je ne souhaite à personne d'ailleurs. Enfin, le déclassement n'est pas un vain mot et ça peut toucher tout le monde, quoi. Ça, c'est le truc qui est renvoyé, qui est un peu violent, c'est ça. Et donc, Fabien, puisqu'il s'agit de Fabien, est présent. Il est là. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Et je dis, je suis fou là. En plus, on ne s'est pas rencontrés à Poitiers. Enfin, on a grandi en Charente. Enfin, c'était assez improbable comme histoire. Euh, et en fait, quand on était jeune, on avait un petit groupe de rock. Euh, et on était 5. Et sur les 5, en fait, bah, il y a Fabien, il y a moi, et puis il y en a 2 qui sont partis. Qui sont partis parce que la machine sociétale a fait que bah, c'était trop dur pour eux. Ils n'ont pas tenu. Donc il y a Slimane et puis il y a mon cousin Tony qui sont décédés pour des multiples. Enfin, mais si vous voulez, ça m'a permis. Enfin, on en a parlé longtemps avec Fabien et on s'est dit, parce que Fabien était même surpris, il m'a dit, mais tu vas parler de moi? J'ai dit, ouais, mais t'as un livre sur le TZ, t'es là, ça se fait de passer à côté quand même, quoi. Et, il était pas chaud et tout ça. Et puis on s'est dit, ouais, mais quand même, quelque part, on a aussi des survivants dans cette histoire, quoi. Et si TZ n'était pas là, je serais pas tout seul, quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça qui jouait, quoi. Et puis, est-ce que les autres, ils seraient partis? Et puis, enfin, tout ça semblait complètement lié dans un truc qui était non prémédité, non conceptualisé. Et voilà, et bon, et ça m'a permis aussi narrativement, moi, par exemple, il y a des sujets qui sont tabous dans les EBE, j'ai senti assez vite, c'était l'alcoolisme, par exemple, c'est un sujet, l'alcoolisme est souvent présent, mais on ne peut pas en parler parce que dans les faits, on est sur un lieu de travail, donc il y en a pas. Mais de parler de Slimane, qui était alcoolique, ça m'a permis d'en parler. Ça permet de dire, ah oui, ben voilà, il y a des fois, on ne se relève pas parce qu'il y a ça. Et ça ne veut pas dire que ça existe dans les OBE, mais ça me permet, moi, de dire que dans la vie, il y a des coups, et c'est cela. Donc voilà, alors ça, témoigner, expliquer et incarner le projet. Voilà comment j'ai travaillé sur cette BD. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si tu as des questions, sinon je peux parler d'autre chose, mais j'ai déjà bien envoyé. Ouais, je pense que tu as fait le tour de pas mal de sujets. Autour de cette bande dessinée, vous avez créé une exposition qui est en train enfin, qui existe, qui est montée et puis qui va circuler. Peut-être que tu peux en dire deux mots. Oui, oui. Avant de parler de l'expo, j'ai omis un truc en fait. Je voudrais en parler parce que c'est important. Dans le hall, vous avez mon éditrice, Marie Moinard, qui a fait un super boulot. Et en fait, il faut savoir qu'au départ, mon intention première, comme ça s'appelle Territoire zéro chômeur, il y a le côté territoire. Et moi, c'est quelque chose que je fais que depuis très longtemps. Je fais des carnets de voyage. Quand je pars en vacances, je dessine ce que je vois et voilà. Et le fait qu'il y ait un territoire, je me suis dit, bah, je vais le faire comme un carnet de voyage avec du texte à côté.
Et donc, au départ, quand j'y étais, bah, j'ai utilisé alors, les outils que vous avez vus sur la table, c'est-à-dire que ça doit être très minimaliste, hein, c'est un bic, du brou de noix. Alors, le brou de noix, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en gros, c'est les blocs qu'on met dans de l'eau, ça devient marron. Et l'avantage que ça a par rapport à de l'aquarelle, là où l'aquarelle, on peut travailler, c'est assez technique, enfin, on peut mouiller le papier, faire les tâches, ça diffuse, machin. Le brou de noix, on ne sait pas ce que ça donne. On met, on regarde, bon, ça fait de l'accident, mais c'est ce qu'on recherche, hein, on recherche l'accident, donc c'est parfait. Et donc il y a du brou de noix, du bleu, machin. Et j'ai commencé comme ça. Et Marie m'a dit, ouais, mais moi, c'est très joli ton histoire, mais texte plus image, mais moi, en fait, je vends des BD, moi. Donc là, ce que tu me proposes, c'est pas une BD, donc il faut en faire une BD. Donc, c'est pas la même histoire. Une BD, au lieu d'avoir un dessin par page, bah, c'est 6 cases, quoi. Donc, 6 dessins. Donc, galère. Mais je me suis dit, ouais, bah, on va y aller quand même et tout. Et alors, j'ai travaillé un peu autrement. Après, j'ai utilisé voilà, plein d'autres outils qu'on utilise plus traditionnellement dans la BD, c'est-à-dire le crayonné, l'ancrage, le lavis, la mise en couleur. Mais comme j'avais travaillé au départ les dessins sur le vif avec le brou de noix dont je parle, quand on fait de la bande dessinée, on utilise ce qu'on appelle un lavis. Le lavis, c'est de l'encre diluée, donc c'est gris. Et du coup, on peut mettre n'importe quelle teinte dessus. Sauf que le brou de noix, c'est marron. Et du coup, je peux pas mettre n'importe quelle couleur. Si je mets du vert, non, c'est catastrophique. Donc, ça m'a obligé à avoir une chromaterie. Voilà, j'étais obligé d'avoir du bleu, du orange et tout ça. Voilà, donc ça explique un peu les secrets les secrets de fabrication. Mais vous pourrez découvrir les dessins parce qu'il y a une exposition, effectivement, qui tourne. Alors je peux dire qu'elle est très belle parce que c'est pas moi qui l'ai faite, sinon je ne pas. Voilà, elle a été faite par Pierre-Laurent Dorès, qui est commissaire d'exposition aux Cités de la bande dessinée d'Angoulême et puis qui globalement est aussi auteur, illustrateur. Voilà. Il s'est emparé de mon livre. Alors on a travaillé aussi un peu ensemble. Et on a voulu cette BD, non pas pour les sachants, parce que souvent c'est le problème dans la bande dessinée, on a vite tendance à mettre des planches originales au mur, avec tout des, voilà, en expliquant encre de Chine, sur papier, art, machin. Voilà, c'est très sachant. Et nous, on a voulu que cette BD soit un peu miroir, c'est-à-dire qu'elle s'adresse dans des mots simples pour expliquer ce que c'est que le territoire zéro chômeur, pour expliquer ce qui s'y passe spécifiquement sur Poitiers, mais aussi quelques parcours de vie, et puis aussi ce que je vous disais du domaine de l'intime. Pourquoi on est là? Parce que je trouve que, je ne sais pas dans cette salle combien de personnes ont connu des deuils d'amis, etc. Mais c'est finalement très universel hein, de voir ça. Et c'est quels sont les mots qui sont utilisés dessus. Alors, il y a des kakémonos, il y a des originaux aussi, mais il y a aussi des reproductions. Il y a des grands tirages, il y a des tirages qui font 2,50 m. Enfin, voilà, c'est très. Et j'ai eu la chance, parce qu'on a eu un financement qui s'appelle Ancrage, d'avoir suffisamment de moyens pour faire un petit film. Donc, j'ai demandé à un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Dubois-Chabert, dont on a une écriture un peu similaire, c'est-à-dire qu'on écrit par l'émotion. Mais il y a plusieurs façons d'écrire un livre, hein. On peut faire un polar, bon là, il faut faire peur. On peut faire de l'humour, là, il faut faire rire. Moi, mon écriture, c'est plutôt celle d'essayer d'avoir une émotion. C'est présomptueux, mais c'est ce que j'essaye. Ça marche ou ça marche pas. Mais enfin, d'essayer d'avoir un petit frisson à la fin. Et lui, c'est ce qui se passe avec ses films. Quand je les voyais, j'étais assez galvanisé. Donc, je lui ai demandé, il m'a suivi sur le territoire pendant que je dédicaçais le premier livre. Euh, et voilà, c'est un très beau résultat. Je pense que moi, c'est un film qui m'émeut énormément. J'arrive pas à le voir sans pleurer. Mais je pense que c'est pas forcément réciproque. On en a parlé avec le territoire, justement, qui a moins ressenti ces effets-là. Mais ça, je l'entends tout à fait. Et c'est intéressant aussi, quoi, de se dire que, voilà, on n'est pas. Où est-ce qu'on juge, où est-ce qu'on pose Mais par contre, c'est un très bel outil pour rencontrer les gens, pour les rencontrer en vrai. Et c'est de l'écriture du réel. Les gens dont je parle, ils existent. Ils parlent, vous allez pouvoir entendre leur voix. Voilà. Donc, c'est une exposition. Vous êtes tous un peu venus de n'importe où de France, je crois. Et ça, c'est votre force aussi, c'est d'être implanté sur tout le territoire. Sachez, dans un petit coin de votre tête, que cette exposition existe. Et si vous voulez la promouvoir, on en sera ravis avec Pierre Laurent, moi-même, et puis mon éditrice, de faire accompagner ce bouquin. Mm. Merci. Merci Mathieu, c'est vraiment passionnant votre témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions pour Mathieu? C'est le moment. Et je me permets de dire pour les personnes en ligne que vous avez possibilité de poser des questions aussi via le Zoom, via l'onglet questions-réponses. Ah, il y a une question. Il y en avait une aussi devant, là, pour après. Ouais. Je commence peut-être. Ah, je te vois pas. Oui, oui, oui.
Bonjour. Qui parle? Ça J'y va? vais du coup? Ouais. Je vais me lever. Merci beaucoup d'abord pour la BD. C'est un super outil et ça change beaucoup de tout ce qu'on peut avoir pour promouvoir le projet. Je trouve que c'est enfin, pour démocratiser le projet, c'est génial. Donc, un grand merci pour ce travail. Et je me demandais s'il y avait déjà eu des retours de lecteurs et entre autres de personnes, voilà, enfin peut-être sur Poitiers ou à d'autres endroits, des personnes qui sont privées d'emploi, qui participent à Territoire Zéro Chômeur et qui ont fait un peu un retour. Qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà. Oui, merci pour cette question. Comme j'ai expliqué sur le territoire de Poitiers, au départ, c'était quand même de la méfiance de me voir voilà, faire les croquis dans un coin, etc. Et puis, quand le livre est sorti, en fait, j'étais déjà un peu un habitué des murs. Et du coup, oui, l'écho a été très positif. Voilà, c'était très positif. Alors ça, c'est très chouette aussi, c'est que dans le film dont je parlais tout à l'heure, ouais, alors en fait, il y a une fille, une employée qui s'appelle Patricia. Mais j'ai trouvé ça super émouvant. C'est quelqu'un d'assez. La gestion des émotions, mais elle est merveilleuse. Moi, j'adore. Mais c'est voilà, elle est pleine de vie. Et à voir. Alors déjà, je pense, je connais pas son parcours complètement, mais déjà un livre, voilà, et être dans un livre, c'est encore autre chose. Et donc, elle est là, oh là là, oh là là. Et donc, tout ça a été filmé par Jean-Louis Dubois-Chabert. Et en fait, à un moment donné, elle est tellement émue en fait qu'elle se met à pleurer. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que Jean-Louis, lui, il ne met pas dans le film, en fait. Il s'arrête juste à un moment où l'émotion est forte et puis il y a plus... on s'arrête, quoi. On reste dans quelque chose de pudique. Donc, pour répondre à la question, ouais, au niveau de Poitiers, clairement, ils sont fiers. Ils sont fiers qu'on soit parlé d'eux. Moi, je suis fier d'eux. Enfin, voilà, on est fiers de tout ce travail accompli ensemble. Sur les autres territoires, c'est difficile pour moi d'avoir des retours. C'est un livre qui est encore très récent. Il est sorti en avril. Ce que je sais, c'est j'étais très impatient d'avoir les retours aussi du territoire au niveau national parce que là, il y avait quand même une espèce de caution scientifique que Catherine m'avait quand même bien aiguillé. Mais voilà, je crois que le retour était positif. Donc, Je crois aussi. donc voilà. Et après, j'attends avec impatience les vôtres sur les régions. Et ben, si on m'invite, je viens avec grand plaisir. Alors, j'avais la même question que Denis, de savoir comment les gens avaient réagi, mais à un moment, vous avez parlé d'un premier livre. Enfin, vous avez évoqué, il y a eu un premier livre, et puis, J'ai dit non? premier livre, moi? Bah, j'ai cru comprendre ça dans une phrase que vous avez dit, non? Ah mince. Bon, bah, Ah ouais, j'ai j'ai pas mal lu le compris. film. Bah non, Je me demandais s'il y avait eu un premier quelque chose, une j'ai- expérience. C'est pas Ah oui, sûr. oui, ah oui, non, alors ouais, ah oui, très bien, merci, merci, merci. Euh, c'est ce qu'on appelle ce qu'on fait alors, quand on est auteur de BD, c'est très long de faire une BD. Vous voyez, là, vous avez une année sur le terrain et une année pour l'écrire complètement. D'ailleurs, grand big up, Christophe et tout ça, tous les gens qui m'ont accompagné parce que c'est du travail, hein. Donc, pour éviter de faire un travail sur lequel on n'est pas forcément payé, parce qu'on ne sait pas, moi j'ai quand même travaillé dessus pendant un an sans toucher un seul euro. Je n'ai pas touché un euro pendant un an en allant les suivre. Et je ne savais pas si mon livre allait être édité. Donc autant vous dire que c'est quand même un sacré pari, hein. C'est, Alors, euh, j'avais décidé, on fait pour éviter ça, en fait, ce qu'on fait, c'est un dossier d'édition. C'est-à-dire qu'on fait une note d'intention, un synopsis, les grandes parties du livre. On fait quelques illustrations et on envoie ça à des éditeurs qui prennent ou qui prennent pas. En général, d'ailleurs, la norme, c'est qu'ils prennent pas, hein. Ouais, c'est quand même la norme, c'est le refus, hein. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Et donc, dans cette partie-là, ce premier livre, qui est donc le dossier d'édition, c'était image, texte. Et Mais en fait, rapidement, mon éditrice, elle m'a dit, je le prends, mais pas sous cette forme-là, quoi. Et donc après, j'ai refait ces fameuses planches-là, comme il fallait, comme elle voulait. On a encore un poil négocié. Moi, je lui disais, ouais, mais moi, j'irai pas plus loin. Vous voyez, on voit derrière, par exemple, tout ce qui est Patricia, c'est Patricia dont je parlais tout à l'heure. Tous les contours et tout ça, moi, je voulais vraiment garder ça, quoi, le côté impulsif, enfin, voilà, sur le vif, quoi. Tac, 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 quoi. Et voilà, c'est tous ces tâches qui sont derrière Sylvie, là, qui est en bas. Ça, c'est ce que je voulais garder, ce qui n'est pas forcément de l'ADN de la maison d'édition où je suis, mais qui a compris ma démarche et qui a dit, OK, tu fais des textes avec des bulles, tu fais des efforts,
Tu fais des cases et tout, quoi. Bah, moi, je vais faire des efforts aussi, puis on arrive à ce compromis. Oui, merci beaucoup. Merci à Je vous. suis très intéressée. Comment fait-on pour avoir l'exposition? Oui, c'est. On va se voir. L'exposition elle est gérée par un organisme donc, que je vous parlais tout à l'heure de Pierre-Laurent Dorès, donc, qui s'appelle le Moulin Boissard, en fait. C'est lui qui est porteur de cette exposition. Il faut prendre contact avec lui selon les dates de réservation. Mais oui, ça, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais il y a ce qu'on appelle aussi des frais de monstration. C'est-à-dire que nous avons investi de l'argent pour les frais d'impression, pour le travail qui a été réalisé. Donc, il y a des frais de monstration, mais je sais que les territoires n'ont pas aussi beaucoup d'argent. Et ce qui peut être intéressant dans l'économie de cette exposition, ça peut être d'associer votre territoire avec une médiathèque, avec une mairie, avec un festival BD. Tout ça, c'est quelque chose, c'est des projets qui sont à monter. Et moi, j'y serais vraiment très sensible puisque c'est quelque chose que j'aurais envie de porter. Donc, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une dernière question dans le fond. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant et je trouve que la démarche, elle est vraiment hyper belle et très parlante. Donc, merci. La question, c'était, je trouve que la démarche, elle est un peu similaire à, je ne sais pas si vous voyez l'auteur de BD qui s'appelle Matlet, qui a fait une BD sur la salle de consommation à moindre risque dans Paris. C'est un peu cette démarche de montrer des expérimentations sociales et politiques via la bande dessinée. Et je voulais savoir si vous aviez un espèce de réseau, soit de maisons d'édition, d'auteurs de BD qui font cette démarche-là de vulgariser un peu pour le grand public sous forme d'image une expérimentation. Ah non, mais j'ai pas du tout la prétention de revendiquer la paternité de la BD de reportage, hein. C'est quelque chose qui est très fréquent, très, très facile, enfin pas très facile, mais qui est très répandu. Donc je connais pas, je suis désolé, mais je vais m'y intéresser à la BD que vous parlez. Ce que je peux dire, c'est que dans la BD de reportage, il y a une phrase qui m'avait marqué d'un grand auteur de bande dessinée contemporain qui s'appelle Manu Larsenet et qui avait expliqué à son copain Paul Zac, qui avait fait un livre c'est sur le carnet de santé foireuse, ça s'appelait, où le monsieur il parlait de la maladie de Crohn. Il avait la maladie de Crohn. Il lui avait dit, mais tu sais, tu me parles de ta maladie, mais si tu veux parler de ça, moi je veux tout savoir quand je ferme le livre sur la maladie de Crohn. Sinon, tu passes à côté de ton sujet. Si tu me fais que ton rapport, ton retour d'expérience, moi, il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport au sujet. Et en fait, ça, c'est quelque chose, c'est une phrase que j'avais dans ma tête. Et en commençant le territoire zéro chômeur, je savais qu'il fallait que quand la personne elle ferme le bouquin, elle ait une idée complète, euh, non pas exhaustive, mais complète de ce que c'est. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a aussi une réalité, je reparle de Catherine, puisque Catherine est assez centrale dans ce livre, mais il y a un moment donné où elle me donne encore des notions qui sont super importantes sur ce qui est, ben voilà, au parterre de 80 employés, est-ce qu'il ne faut pas mieux changer de BE, est-ce qu'il faut bien... Voilà, tout ça, j'avais fait des planches. Mais dans la lecture, ça arrive en plein milieu et on n'en pouvait plus le lecteur, quoi. Il craquait complètement, quoi. Et donc, il faut aussi faire en sorte que le lecteur, il décroche pas, parce que quand on écrit une histoire, on passe un contrat avec l'auteur, avec le lecteur, on lui dit, je vais te raconter ça et je vais te le raconter comme ça. Et il faut pas grand-chose, en fait, pour faire décrocher un lecteur. Il suffit d'un dessin maladroit et il suffit d'une phrase qui soit compliquée, qu'on décroche, ou alors, justement, une abondance d'infos qui fait que on est lassé. Et donc, j'avais retravaillé avec Catherine, qui a bien compris ce problème-là, pour faire en sorte de se dire, mais qu'est-ce qui était important de dire? C'était de dire, une EBE, c'est quelque chose, c'est un filet de protection. Et ben c'est ça, c'est là-dessus qu'on va jouer. On va insister là-dessus. Et voilà, c'est comme ça qu'on... Voilà, c'est pour répondre. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Des fois, j'ai tendance à faire des digressions. Ah ben oui. Donc, non, bravo hein, pour tout ce travail. Moi, Et merci à vous pour pour cette post-fast. tout à fait, non, mais c'est super. Et moi, non, dans ce que j'ai remarqué dans certains territoires, c'est que par exemple, parfois, des salariés ont créé une pièce de théâtre. Moi, je me rappelle à Colombey-les-Belles, il y avait une pièce de théâtre des salariés pour faire une journée porte ouverte et mettre en scène leur parcours et le BE. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Aujourd'hui, donc, vous êtes un artiste, une bande dessinée, c'est de l'art, c'est de la culture, c'est une forme d'impertinence. J'aurais presque envie d'ailleurs qu'on l'offre à la ministre du Travail, qu'on verra bientôt, puisqu'elle n'a pas encore visité de territoire. Donc peut-être sera l'occasion pour elle de découvrir le projet.
Bien sûr. Voilà, donc ça pourrait être une opportunité. Non, en fait, je me disais, est-ce que en quoi, voilà, peut-être la bande dessinée pourrait être aussi un élément dans le projet Territoire zéro chômage de longue durée pour faire tomber des préjugés, parce qu'en fait, on lutte contre des préjugés que vous faites. Et donc, ça peut être aussi une capacité d'expression, ça peut être peut-être la bande dessinée, peut-être que des EBE pourraient s'approprier de la bande dessinée pour créer des choses, pour oui, faire des ateliers créatifs. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bah, il y a la bande dessinée est un vecteur, est un médium qui permet tout ça, qui libère la parole, qui la traite. Enfin bon, moi, c'est mon arme, c'est ce que j'utilise, c'est ce que je pratique, quoi. Après, sur le TZ, bah, il se trouve qu'il y en a une maintenant. Hein, donc ça, c'est plus à moi, c'est à vous de vous en accaparer, de la faire rayonner, de la porter si vous le souhaitez. Il y a une exposition qui viendra donc en support si vous en avez aussi besoin. Et pour ce qui est de capter la parole, c'est aussi un travail qui est sans fin. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive, je vais beaucoup, un de mes travaux, c'est d'aller dans les écoles et notamment dans les lycées, parfois dans les SECPA, des personnes qui sont en difficulté par rapport. Alors, c'est pareil, hein, la bande dessinée, c'est quand même de l'écrit et du texte. Donc, il faut savoir ne pas être rebuté face à l'écrit et face au dessin, parce que sinon, c'est compliqué. Mais en général, on amène quand même les étudiants, les élèves, on les amène à ça. Donc, on le voit bien, c'est un très bel outil pour vider sa parole. Après, suite à l'effet papillon, il y a des gens qui m'ont dit: «Ah oui, moi, il m'est arrivé ça, il a ça, il pourrait en faire une BD.» Non, en fait, moi, j'ai travaillé sur ce sujet. Il n'y aura pas de tome 2, donc je spoil déjà un peu, mais il n'y aura pas de tome 2 de l'effet papillon. Et donc, les parcours, enfin voilà, moi, je pars dans autre chose. Euh, mais voilà, enfin, je l'ai dit et je l'ai dit à mon éditrice et je vous le dis aussi, c'est un projet quand on se lance dedans. Enfin, on peut pas lâcher comme ça. C'est pas un livre ordinaire, quoi. C'est pas un livre, on l'a fini, il arrive dans une librairie, il disparaît au bout de 3 mois, on s'arrête, quoi. C'est pas possible, celui-là, quoi. Celui-là, parce que j'y ai mis 2 mois, parce qu'il y a Fabien dedans, parce qu'il y a les gens, parce que s'il y a besoin de moi pour le porter, pour le défendre, je serai là, quoi. Et ça, de façon pérenne, je serais tenté de dire, ouais, dans le temps. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Merci beaucoup. On espère que ça vous donnera envie de lire cette bande dessinée. Il y a un stand de la maison d'édition tenue par Marie, l'éditrice de l'Effet Papillon, qui est dans le hall. Vous avez peut-être pu le voir. C'est aussi l'occasion pour l'association TZCLD de remercier La Poule Rousse et notamment Christophe qui est là, puisque ça nous a permis, Christophe nous a permis d'acquérir un stock de bandes dessinées qu'on peut diffuser, notamment auprès des territoires adhérents à l'association et puis auprès de nos partenaires, de la ministre du Travail. Voilà. Et c'est un bel outil, c'est utile pour nous de pouvoir nous en servir comme ça. Merci. Merci Morgane, merci Mathieu. Euh, je vous propose, je vous propose que l'on passe au dernier temps de la Fabrique du consensus qui s'intitule TZCLD et maintenant. Donc, je demande à Laurent et à Jeanne de bien vouloir me rejoindre. Alors, pour ce dernier temps, nous vous proposons un échange autour des perspectives de l'expérimentation. Alors, Stéphane Viry, député des Vosges et rapporteur d'une proposition de loi visant à pérenniser et à étendre l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, n'a malheureusement pas pu être parmi nous, mais il a bien voulu répondre à nos questions dans un entretien filmé. Donc, avant de vous laisser découvrir cet entretien, nous vous proposons d'entendre le rapporteur à la tribune de l'Assemblée nationale lors de la discussion générale autour de sa proposition de loi la semaine dernière. Territoire zéro chômeur, c'est un changement de paradigme. C'est une manière radicalement différente de concevoir l'accès à l'emploi en France, en partant des compétences et des envies des personnes durablement privées d'emploi pour créer des activités utiles localement. Territoire zéro chômeur est le chemin et la réponse pour ces personnes souvent dans l'impasse,
pour qui aucune réponse n'est possible. J'ai vu concrètement, sur le terrain, la transformation des regards, la reprise de confiance, les trajectoires retrouvées. Là-bas, chez moi, des femmes et des hommes ont retrouvé une place, une volonté de travailler, une dignité. Et cela, je vous le dis, mes chers collègues, aucun bilan financier ne peut le quantifier en termes budgétaires. Ce que j'ai vu à Taon et ailleurs en France n'est pas en soi un dispositif. C'est une dynamique humaine, c'est une force collective, c'est tout simplement notre promesse républicaine en action. Alors, on va maintenant découvrir l'entretien filmé que Stéphane Viry a enregistré hier. Donc, on a découpé cette séquence en trois petites séquences et on vous demande vos réactions. Donc, c'est parti pour sa réponse à la première question. J'aurais aimé être là. Il y a parfois des impondérables, des contraintes dans l'agenda d'un parlementaire, donc je n'ai pas vraiment le plaisir d'être à vos côtés. Je tenais à m'en excuser. Et puis, je tenais également à redire toute ma considération, tout mon attachement à Laurent Ganguillaume, à toutes ses équipes, à vous qui l'accompagnez, qui êtes à ses côtés pour faire vivre Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, pour continuer au long cours un plaidoyer nécessaire auprès des pouvoirs publics sur l'utilité et la pertinence de cette solution de retour à l'emploi. Je le redis avec beaucoup de sincérité, ce n'est pas de la flagornerie, c'est des propos très sincères. J'ai apprécié nos rencontres, j'ai apprécié les éléments d'observation, les suggestions qui m'ont été apportées. Ça a été dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, de cette proposition de loi, pardon, un plaisir de travailler avec Laurent, avec Jeanne, avec Florence, avec Michel, avec toutes celles et ceux qui font cette très belle histoire de TZ qui existe depuis maintenant près de 10 ans. TZ et moi, c'est une rencontre dans le cadre de mon premier mandat. J'ai été élu député en 2017. Assez rapidement, puisque je suis très sensibilisé à la question de la lutte contre l'exclusion par l'activité, assez rapidement, j'ai été amené à m'intéresser. J'ai une curiosité naturelle par rapport à cette solution Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. J'ai rencontré Laurent, qui est venu me voir à mon bureau à l'Assemblée pour m'expliquer, pour m'éclairer s'il en était besoin. Et j'ai un souvenir très, très puissant de cette première rencontre, un homme engagé, sincère, militant, tolérant, une volonté de faire partager la conviction qui était la sienne. Et la conviction, elle a été transmise et j'ai tout de suite été, comment dirais-je, un député attentif et investi sur l'histoire de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Et pour preuve, rapidement, dans le cadre de mes travaux parlementaires, j'ai demandé à conduire une mission portant sur les politiques d'insertion vers l'emploi en général, dans lequel j'ai eu l'occasion, dès 2017, je crois, d'aller visiter un territoire pour me rendre compte sur place ce que c'était et les bienfaits que ça pouvait générer. Et puis, tout au long de ce premier mandat, donc ça nous amène sur la période 2017-2020, il y a eu donc cette rencontre, il y a eu une mobilisation pour aller chercher une deuxième loi. J'étais des rendez-vous qu'il fallait être pour tenter d'obtenir du gouvernement à l'époque une forme de blanc-seing, une forme d'accommodement pour autoriser le Parlement à nouveau à assumer sa part de responsabilité et à relayer cette première initiative. J'ai été, comment dirais-je, peut-être un peu facilitateur de cette deuxième loi. J'avais d'ailleurs reconduit, je crois, en 2000, temps m'échappe, également un nouveau rapport parlementaire dédié spécifiquement au crédit budgétaire dévolu à Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Donc voilà, donc j'ai ce lien qui a été le mien dans le cadre de l'exercice de ma fonction, ce lien de me dire qu'en France, il faut lutter contre l'exclusion par le travail, par l'activité, qu'il faut le faire de façon différenciée, que Territoire Zéro Chômeur a mis sur la table un renversement de paradigme, que ça procure des résultats. Je me suis naturellement beaucoup documenté sur la littérature, sur les comptes rendus, sur les bilans d'évaluation. J'ai beaucoup écouté,
J'ai beaucoup lu ce qui pouvait être dit ici et là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cherché par la suite à regarder comment prolonger l'expérimentation à travers cette proposition de loi que j'ai déposée au cours du printemps et qui a été traitée en commission et en début de séance il y a quelques jours. Est-ce que ça vous inspire une réaction ou est-ce que vous souhaitez qu'on passe à la deuxième? Vous voyez, il fait référence quand on s'est vu en 2017. Il porte donc maintenant la proposition de loi 8 ans plus tard. Mais ça veut dire que tout le travail que l'on fait au quotidien, d'échange avec des élus, de prendre le temps de convaincre, de rencontrer des parlementaires, des pouvoirs publics, parfois c'est pas simple, hein. On a des portes fermées, on a des difficultés. Finalement, c'est un long chemin, voilà, qui était son œuvre. Et au bout d'un moment, vous avez quelqu'un voilà, qui surgit, Stéphane Viry, pour porter l'idée. Et donc, dites-vous que tout le travail que vous faites n'est jamais du travail perdu. Au contraire, une porte ouverte, on accueille le préfet, on accueille une direction départementale, on accueille, je ne sais pas moi, peu importe, même une association locale. Enfin, c'est pas, la question n'est pas l'importance par rapport à un degré de local national. Tout ça a une importance pour le projet, pour les fondamentaux qu'on défend. La preuve, vous voyez, c'est que lui-même, maintenant, Stéphane Viry, il porte l'idée en la faisant sienne, hein. Il en parle, il l'incarne. Vous voyez, euh, ouais, comme vous, bien sûr, Madame la sénatrice, voilà, vous êtes dedans, vous êtes impliqué, vous êtes engagé. Et donc, c'est vraiment très important, je crois, de ces rencontres qui se font et le temps qu'on y passe. Voilà. Ouais, si je peux rajouter un mot. D'abord, moi, je l'ai trouvé, je l'ai rencontré 2 fois. On l'a rencontré une fois avec Laurent et puis je l'ai rencontré une fois au nom du fonds. Moi, j'ai trouvé vraiment quelqu'un de très engagé quand il dit qu'il est sincère, hein. Enfin, je pense qu'il est vraiment à la fois engagé et puis je l'ai trouvé très, même si de manière très, très humble, il dit qu'il a eu besoin d'aller voir un territoire. Enfin, j'ai trouvé qu'il connaissait très, très bien quand même l'expérimentation. Et en fait, on a eu quand même, ce que je voulais dire, c'est que bon, la question s'est posée de savoir quand est-ce qu'il fallait démarrer ces discussions, ces travaux parlementaires et notamment, je pense que vous n'ignorez pas que le gouvernement était quand même assez réticent, compte tenu que tous les éléments d'évaluation, malgré les très nombreuses évaluations, bilans, rapports, et cetera, qui existent. Mais donc l'idée du gouvernement, c'est d'attendre le comité d'évaluation et le rapport du comité d'évaluation avant de commencer à discuter de la future loi. Mais en fait, ce qu'on se disait, ce qu'on s'est dit avec Laurent, c'est que la loi, elle court en juin 2026 et qu'on ne va pas attendre, enfin, les travaux parlementaires, c'est quand même assez long, on le voit d'ailleurs, hein, et qu'on n'allait pas attendre, on n'allait pas attendre le début de l'année 2026 ou la fin de 2025 pour commencer à discuter. Et donc, bon, ça a été un sujet, je pense que ça a été un sujet important et il a pris comment dire, il a pris le challenge et il est parti, voilà, il a finalement, le résultat, c'est qu'on a pu porter le sujet au niveau de l'Assemblée nationale dès le début juin, ce qui est quand même, c'était pas gagné au départ. Peut-être, comme on a l'occasion de voir la ministre du Travail, je vais quand même lui rappeler, puisque c'est un reproche qui est fait finalement, que la proposition de loi a été déposée tôt. Mais je vais quand même rappeler que l'État a pris l'engagement d'une publication du rapport du Conseil d'évaluation scientifique au mois de juin, et la Cour des comptes devait publier son rapport au mois de mars. Ça, c'était le calendrier que nous avions, avant l'été. Tout devait être publié avant l'été. Donc, normalement, on devrait déjà disposer à la fois du rapport de la Cour des comptes qui va arriver et du rapport du Conseil d'évaluation scientifique. Donc, ce n'est pas notre faute. C'est qu'à un moment donné, chacun ses responsabilités. Nous ne sommes pas responsables des évaluations. Voilà. Donc, Donc, Ghislaine Senet, sénatrice des Yvelines, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aussi cet après-midi. Allez-y. Alors moi, je suis au Sénat et à la commission des finances, et en fait, il y a une réalité, il tombe en fait à point nommé, parce que les arbitrages et toutes les discussions qui commencent à se faire, et notamment au Sénat, où il y a déjà
des conférences des territoires qui sont en train de se faire. En fait, les décisions sont d'ores et déjà en train de se dessiner. Donc, c'est pas trop tôt. Enfin, on pourra toujours trouver des excuses, mais en fait, le timing est, je trouve, parfait. Vous aurez l'occasion, sur la fin du cheminement du texte, de reprendre la parole tout à l'heure. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question posée à Stéphane Viry et qui concernait eh bien, toute la période d'audition et de visite préalable au dépôt du texte. De toutes les auditions que j'ai pu conduire, des témoignages que j'ai pu recevoir, des visites sur site que j'ai pu réaliser, j'ai mesuré, comment dirais-je, l'engagement et la conviction sincère que personne n'est inemployable. Que de façon différenciée, là encore, on peut permettre à des hommes et à des femmes qui se sont retrouvés en grande difficulté, dans la précarité, dans l'impasse, pour certains dans le renoncement, en dépit de leur recherche d'emploi, en dépit de leur formation, en dépit de leur volonté de s'en sortir, qu'on pouvait leur permettre de retrouver une place dans la société, dans notre champ du commun, par l'activité, à travers cet outil fabuleux qui est le contrat à durée indéterminée. J'ai mesuré véritablement le sens qu'avait Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, de permettre véritablement cette conviction que personne ne doit rester au bord du chemin et que territoire par territoire, il y a des activités qui peuvent être portées désormais par des hommes et par des femmes qui, jusqu'à présent, en dépit de leur volonté, ne retrouvaient pas de place dans un acte productif. Les auditions m'ont permis de mesurer les bienfaits, parce que les bienfaits ne se mesurent pas uniquement par l'obtention du contrat à durée indéterminée. C'est tout ce que ça peut générer de conséquences collatérales, mais hyper importantes pour l'épanouissement personnel, pour l'équilibre de la famille, pour le moral. Ça peut également être, en tout cas je l'ai bien mesuré, toute cette économie générée dans les territoires, l'activité nouvelle créée et donc la richesse qui est à nouveau partagée. J'ai vraiment mesuré que partout où on a implanté Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, ça avait une raison d'être. Ça n'avait pas été quelque chose d'artificiel, de plaqué pour faire plaisir aux uns et aux autres. Ça avait toujours une véritable, comment dirais-je, résonance par rapport aux acteurs locaux, par rapport à leur volonté, par rapport à l'écosystème, et que ça se passait bien. J'ai également toutefois mesuré, et je dois le dire, encore des réserves, et pour ne pas dire des réticences de la part de certains, en dépit des années d'observation, en dépit des enseignements qui ont pu être tirés, des évaluations qui ont déjà été conduites, qui sont véritablement des éléments qui sont étayés. Je le disais, des réticences et des réserves, et je dirais peut-être les mêmes que celles qui existaient en 2015 et en 2016, avant le vote de la première loi. Il y a encore, et je respecte ce point de vue, même si je le combats, il y a encore des parties prenantes dans la sphère politique nationale qui doutent des bienfaits de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, qui doutent de sa pertinence par rapport au coût que ça génère, par rapport à tous les bienfaits, toutes les contributions positives que ça génère tant en interne qu'en externe. Il y en a encore qui cherchent un peu à limiter globalement cette capacité à faire de façon différente. Je l'ai ressenti, faut-il le dire, avec notamment cette attente de deux documents importants qui vont arriver dans les semaines à venir. Le rapport de la Cour des comptes d'une part et le rapport du Conseil scientifique d'autre part. J'admettrai la réalité et la vérité des éléments qui nous seront communiqués, et il faudra probablement, effectivement, parce que c'est ça une expérimentation, tirer des enseignements, ajuster, parfaire les choses. Moi, je ne dis pas que tout est exemplaire et que rien n'est à corriger, rien n'est peut-être à rectifier, que des choses sont peut-être à préciser dans l'intérêt de la pérennité du dispositif. Mais je refuse d'admettre que globalement, il ne faut rien faire parce qu'on n'a encore pas des éléments et certaines certitudes sur les conséquences très positives de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Donc ces auditions, pour résumer, m'ont montré qu'il fallait se battre sur un dossier comme celui-ci, qui n'avait aucune évidence, qu'il y en avait encore
il y avait encore des hommes et des femmes qui croyaient peu, qui pensaient qu'on pourrait faire sans, que globalement dans les politiques publiques de l'emploi, territoire zéro chômeur n'est peut-être pas incontournable. Moi, je crois le contraire. De ces auditions, ça m'a donné encore plus de détermination et de motivation à faire passer la troisième loi. Il y a aussi une réaction peut-être, Laurent ou François, ou... Ouais, moi, je pense que les auditions, ça a été. Bon, alors, je n'ai pas suivi en détail hein, les auditions, mais je pense qu'effectivement, ça a été un moment important parce que c'est toujours important quand on commence à discuter de la pérennisation d'un projet comme celui-là, de mesurer les lignes de force, de mesurer les alliés, hein, les gens qui vont être réservés, qui vont être hostiles. Moi, ce que j'ai trouvé quand même très très bien dans ces auditions, enfin pour un point auquel je suis attaché, c'est que en fait, d'abord j'ai trouvé que l'audition avec France Travail s'est très bien passée et France Travail était très constructif dans sa dans son- alors c'est peut-être Thibaut Guilluy d'ailleurs qui nous écoute. c'est c'est Thibaut Guilluy. Non. Donc, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient très constructifs. Et ce que nous a, comment dire, ce qu'a dit d'ailleurs le député Viry à un moment donné, je crois que c'est en commission des affaires sociales qu'il a dit ça, c'est qu'ils ont élaboré un amendement, un projet d'amendement ensemble avec France Travail. Donc, je trouve que ces auditions, elles ont été constructives parce que sur un certain nombre de points, on commence à poser des jalons pour la suite. Et puis après, bon, bah, il y a des sujets sur lesquels il va falloir dépenser de la salive, il va falloir sortir des arguments. Et par exemple, sur le financement, moi, je ne regrette pas du tout qu'on ait commencé à publiquement mettre sur la table ce que j'ai dit tout à l'heure sur le coût net par rapport au coût budgétaire. Et je pense qu'il faut il faut le dire, même si le comité scientifique n'a pas encore sorti ses conclusions, parce que les calculs qui ont été faits, c'est des calculs qui sont assez simples, qui sont assez compréhensibles par tout le monde. Après, on pourra toujours introduire comment dire, des subtilités, du fait qu'on n'a pas pris en compte tel ou tel paramètre, mais ben, je pense qu'il faut occuper le terrain. Et donc là, c'est sur cet aspect-là, il me paraissait très important d'occuper le terrain sans attendre. Après, ce qui est important dans ce qu'il dit aussi, c'est bon, un député, pour faire une proposition de loi, il auditionne plein d'acteurs. Il va continuer à le faire d'ailleurs. Et après, les sénateurs vont faire la même chose. Enfin, le rapporteur au Sénat va aussi organiser, ou la rapportrice, on ne sait pas hein, qui sera rapporteur, va organiser des auditions. Donc, moi, je trouve quand même qu'il rappelle qu'il y a des doutes, et certains, et pour deux raisons. Il y a ceux qui doutent parce que ils pensent que ça pourrait faire concurrence à d'autres projets, d'autres acteurs, etc. Il y a ceux qui doutent, je dirais même plus qu'ils doutent, qui sont opposés sur le plan idéologique. Et ça existe aussi. Sur le plan idéologique, ça existe aussi. Pourquoi ça existe sur le plan idéologique? Parce que, et on se rappelle la tribune de M. Cahuc, l'économiste Pierre Cahuc, lors de l'élaboration de la deuxième loi, hein, qui avait fait une tribune, vous avez appelé ça plutôt un torpon de manière poétique, il avait fait une tribune contre le projet Territoire zéro chômeur longue durée, alors qu'il était membre du conseil d'évaluation scientifique. Donc, je vous rappelle juste, c'est un peu l'histoire maintenant, parce que ça fait 4 ans. Hein. Il avait essayé de débrancher le projet à cette époque, premier élément. Et il y a en France une philosophie qui date depuis très longtemps et qui considère que tous ces projets, finalement, que ce soit Territoire zéro chômeur, l'insertion, ça coûte de l'argent public, déjà premièrement. Comme ça coûte de l'argent public, ça peut remettre en cause, quelque part, même la propriété privée, parce que c'est collectif. C'est quasiment du collectivisme, vous voyez. C'est dangereux, tous ces gens-là qui se réunissent, qui font des trucs vous voyez, entre eux, ils créent même des entreprises, ils font de la transition écologique, c'est quasiment des ZAD. Vous voyez, voilà, bon. Donc, vous avez toujours eu ça. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, il y a une période très intéressante entre 1848 et 1851 où il y a eu des grands débats au Parlement. Et à l'époque, Proudhon, qui était anarchiste,
était contre le droit au travail. Nous, on défend le droit à l'emploi. Proudhon était contre le droit au travail, pour plein de raisons. Tocqueville a prononcé un discours au Parlement, c'est un libéral, contre le droit au travail, s'opposant au droit au travail. Vous voyez. Donc, il y a toujours eu, en fait, dans notre histoire, des gens qui s'opposent au fait que la puissance publique, que le collectif puisse s'organiser pour inventer une solution. Et donc, c'est en cela que, d'ailleurs, on n'a pas de, je reviens au débat de ce matin, mais il n'y a pas de différence à avoir avec l'insertion. C'est la même famille, finalement, de gens qui veulent faire des choses pour trouver des solutions et pour les inventer collectivement. Nous sommes finalement des gens qui disent, face aux problèmes individuels des personnes, il y a une responsabilité collective. Alors que les autres disent, ceux qui s'opposent au projet, à chaque individu de se débrouiller. Débrouillez-vous, traversez la rue, le boulevard, l'autoroute, je ne sais pas, et vous trouverez un travail. Ça, c'est la responsabilité individuelle. Nous défendons l'idée qu'il y a une responsabilité collective. Vous voyez, c'est simple le débat. Donc, il y aura des personnes qui, au Parlement, sans doute se positionneront contre le texte. Ils ne sont pas nombreux. Peut-être qu'ils ne voteront pas à la fin, d'ailleurs. Parce qu'à la fin, vous savez, quand il faut voter, il faut marquer son nom sur le fait qu'on vote contre. C'est pas très quand même joyeux que je trouve s'opposer à territoire zéro chômeur. Peut-être que certains le feront. Mais en tout cas, il y a une large majorité pour le projet. Ça, c'est le point positif. Et il le dit très justement, d'ailleurs, Stéphane Viry. Alors, on saura normalement d'ici la mi-juillet à quel moment précisément les débats en séance publique reprendront à l'Assemblée nationale. On a souhaité poser à Stéphane Viry cette question, comment il envisage la séquence à venir. Je n'ai pas ce stade d'amertume par rapport au fait que les travaux parlementaires aient été interrompus la semaine passée en hémicycle. J'avais en tout cas, et j'en avais partagé l'idée avec Laurent et avec tous les parties prenantes de Territoire Zéro Chômeur, j'avais effectivement eu l'idée de ne pas perdre de temps, de saisir le Parlement avant la pause estivale parce que je connais, tout comme vous, l'instabilité politique, un certain nombre d'aléas parlementaires. Et je sais que le temps passe et que si d'aventure il n'y a pas de loi avant le printemps 2026, toute cette très belle histoire pourrait s'achever. Donc je ne voulais pas perdre de temps en ayant la conscience que ce calendrier un peu accéléré contrariait un certain nombre d'autres parties dans le cadre du processus de prise de décision. Je voulais, en tout cas, je formais le vœu qu'on puisse travailler en commission ce texte. Ça a été fait, le texte a été voté, il a été amendé et il a donc été évoqué dans ce qu'on appelle la discussion générale, c'est-à-dire chaque groupe parlementaire à l'Assemblée a pu donner le regard général à avoir par rapport à ma proposition de loi. Chaque groupe parlementaire a pu le faire la semaine passée. Ce qui va provoquer à la reprise des travaux après l'été, à une date que je ne connais pas à cet instant, mais qui sera au cours de l'automne, ce qui va provoquer la reprise de nos travaux sans discussion générale, mais désormais uniquement dans le cœur du sujet avec les amendements. Je considère que c'est probablement pas plus mal. Ça nous permettra là aussi peut-être de préciser ma proposition de loi. Ça permettra peut-être de rassurer un certain nombre d'acteurs qui pouvaient peut-être s'interroger sur des dispositions que je proposais. Ça pourra peut-être intégrer des éléments qui seront dans les rapports attendus au cours de cet été. Ça nous permettra tout simplement, me semble-t-il, de légiférer avec plus de qualité, avec toujours cette conviction de faire passer ce texte. Ce texte, j'aimerais rassembler autour de ce qu'il contient une majorité la plus large possible. La composition de l'Assemblée est différente de celle des lois numéro 1 et numéro 2. J'ai pas d'amour-propre à avoir. Ce qui me préoccupe, c'est que Territoire Zéro Chômeur puisse encore avoir une base légale, puisse continuer après 2016. C'était le leitmotiv de tous mes travaux. En fait, ils étaient doubles, mes objectifs. Le premier, c'était de continuer Territoire Zéro Chômeur longue durée. Que les territoires habilités ne soient pas sans base légale à échéance de 2026 et que tout doive s'arrêter. Pour moi, ça serait dramatique, ça serait un non-sens, ça serait une catastrophe pour ces hommes et ces femmes, pour tous ces acteurs des territoires,
Donc mon premier objectif, c'est la pérennité en sortant de l'expérimentation parce que, objectivement, ça fait 8-9 ans qu'on regarde, qu'on apprend et on peut désormais, me semble-t-il, considérer qu'on ne doit plus qualifier ce texte d'expérimentation complémentaire. Donc la pérennité. La deuxième chose, le deuxième objectif, c'était de permettre l'extension dans les territoires en respectant, comment dirais-je, les mêmes règles. Il faut qu'un territoire soit prêt, il faut qu'il ait investi son sujet, il faut qu'il rassemble toutes les conditions requises, il faut que le collectif soit partie prenante, vous le savez mieux que moi. Pour moi, il ne s'agit pas de faire autrement, il ne s'agit pas de dénaturer, il s'agit de permettre encore l'extension. Et là, on aura nécessairement un dialogue en septembre avec le gouvernement par rapport aux moyens budgétaires à mettre en face. Et puis, je crois qu'on aura un dialogue utile avec le gouvernement par rapport à l'ordonnancement de tout cela, à la gouvernance. C'était aussi en filigrane le chemin que je voulais tracer dans cette troisième proposition de loi. On voit bien que depuis une loi de décembre 2023, la politique de l'emploi est portée et pilotée de façon différente au niveau de l'État français. Il faut admettre que Territoire Zéro Chômeur a peut-être quelque chose à gagner d'intégrer une partie de cette gouvernance là encore avec la double ambition d'une meilleure efficacité dans l'intérêt des bénéficiaires, mais également peut-être d'une forme d'accommodement supplémentaire des pouvoirs politiques par rapport au financement de Territoire Zéro Chômeur longue durée. On verra, je ne doute pas un instant que ça fera partie des discussions que nous aurons après la publication de ces deux rapports au cours de cet été. Donc voilà l'objectif, continuer, étendre, mieux articuler le tout avec tout l'écosystème de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle en particulier. On a bien avancé au cours de ce printemps. On a inscrit ce texte il y a une semaine à l'Assemblée. On a fait une partie du chemin et pour celles et ceux qui ont suivi les travaux, vous avez pu voir que la tonalité des débats en hémicycle était déjà plus nuancée, plus adaptée que la tonalité des propos en commission. Ce qui signifie qu'on réussit, me semble-t-il, à faire une forme de concorde au cours de l'objectif qui est le nôtre, qui est le mien, de faire voter cette proposition de loi dès l'automne 2025 par l'Assemblée nationale. Oui, alors peut-être une dernière question, Laurent. Donc 10 ans après ce même parcours qui a permis l'adoption de la première loi, que t'inspirent les domaines et les enjeux posés par les députés et le gouvernement autour du projet aujourd'hui? Bon, d'abord, bravo à l'équipe pour l'interview de Stéphane Viry, là, parce que ça a été fait hier. Voilà, donc oui, c'était fait hier. Donc, comme quoi, vous êtes toujours réactifs et toujours de plus en plus. Voilà, donc non, c'est sympa d'avoir son interview et voilà, qu'il puisse nous partager son point de vue, même s'il ne peut pas être là, parce qu'en général, le vendredi, les députés ont circonscription pour voir les citoyens. Donc non, par rapport à tout ça, moi, qu'est-ce que ça me fait dire? Bon, qu'il nous reste encore du travail, bien sûr. Alors, on a la chance que le temps ne joue pas contre nous, là, en l'occurrence. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, bah, là, en ce moment, il a autre chose à faire que de s'occuper de territoire zéro chômeur longue durée. Parce que le texte va arriver en septembre, en octobre, au début novembre, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il va revenir à l'Assemblée nationale. Ça va pas être enfin, l'actualité, vous voyez bien, il y a des tensions dans la rue, il y a plein de problèmes à régler, la dette, etc. Donc, nous ne sommes pas le problème crucial du gouvernement. Donc, ils ne vont pas être tous les jours sur notre dos. Deuxièmement, les parlementaires, un texte en chasse un autre, donc ils entrent dans d'autres débats parlementaires. Il y a plein d'autres débats. Donc, nous, tout le temps qui va s'écouler maintenant est du temps en notre faveur. C'est-à-dire que tout le temps que nous allons passer à aller voir les députés et les sénateurs dans nos départements pour aller discuter avec elles et avec eux, pour les convaincre s'il y a des arguments qui ne les ont pas encore convaincus, ça va être un travail extraordinaire pour les semaines qui viennent. Premier élément. Là, on a en gros 2-3 mois, 3 mois pour aller convaincre en 3 mois. Enfin, vous imaginez le nombre de députés, de sénateurs qu'on peut voir chacun. C'est énorme. Si on en voit un ou une tous les jours, hein, peut-être pas quand même. Bon, donc en tout cas, on a de quoi faire. Bon, premier élément.
Deuxième élément, on va profiter de ce temps aussi pour discuter avec le gouvernement, pour trouver des points d'accord sur les sujets qui restent en suspens et qui peuvent être encore des points de désaccord sans remettre en cause les fondamentaux du projet. Nous ne transigerons pas avec les fondamentaux du projet, l'exhaustivité, bien évidemment, s'adresser à toutes les personnes, le contrat à durée indéterminée, le fait que les territoires portent le projet, et vous avez dans notre charte des fondamentaux tous les éléments. Et il va y avoir la question budgétaire, bien évidemment, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour que l'expérimentation se passe dans de bonnes conditions, voilà, qu'elle ne soit pas gelée. Et les puristes me diront que j'ai encore oublié un fondamental, mais bon, vous me pardonnerez. En tout cas, tous les sujets importants, on ne va pas lâcher dessus. Après, il faudra trouver les modalités dans les semaines et les mois qui viennent avec le gouvernement pour trouver un accord. L'idée, ce n'est pas de mettre le gouvernement en minorité. Ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, il faut plutôt préconiser le dialogue parce que si on se débrouille bien et qu'à la rentrée, on arrive avec un accord, il est possible que le gouvernement décide d'une procédure accélérée sur la loi, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ce qui pourrait permettre à la loi d'aller très rapidement, d'être votée, on va dire, très rapidement, avec une promulgation début 2026. Donc c'est plutôt comme ça que je vois les choses, et avec des groupes parlementaires qui ont évolué aussi, puisque ceux qui étaient les plus vindicatifs dans la commission des affaires sociales, lors de la discussion générale, ont adouci un peu leurs propos. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a prise de conscience quand même. Alors Laurent, je voulais profiter de la présence de Madame Senet qui doit malheureusement nous quitter assez rapidement pour avoir son sentiment par rapport à tous ces échanges, puisque un petit peu comme au rugby, on va vous passer, les députés vont vous passer le ballon sans doute à la fin de l'automne. Donc que vous inspirent ces échanges et comment vous envisagez finalement l'arrivée de ce texte au Sénat? Alors, comme je le disais, en tout cas, merci de votre invitation. Et je suis effectivement territoire zéro chômeur, mais grâce à l'implication de personnes sur le territoire. Et je pense que c'est une très grande force du dispositif. Et ça touche particulièrement le Sénat, qui est la Chambre haute et qui est représentante des territoires. Je suis, moi, convaincue qu'effectivement, le timing est bon. Et on le voit, alors je sors un peu épuisée des débats qu'on a eus hier dans la niche que nous avons portée, notamment sur la taxe impôt plancher 2%. On voit que quand on prend le temps de discuter avec effectivement les parlementaires, on savait que ça n'allait pas passer, mais on a vu quand même un basculement des centristes qui finalement votent positivement, d'autres groupes ou des abstentions. En fait, on voit que les chemins en fait forcément évoluent et le temps du dialogue il est vraiment important. Donc oui, il faut aller rencontrer chacun. Et vraiment parce que c'est très ancré sur le territoire finalement Stéphane Véry, c'est ce qu'il explique, c'est-à-dire que lui, il a vu concrètement ce que ça a représenté. Et je suis convaincue qu'il y a énormément de sénateurs et de parlementaires qui, bien évidemment, voient concrètement que voilà, c'est pas simplement un petit dispositif qui coûte beaucoup d'argent et puis qui finalement, c'est combien? 3 700 ETP au total. Enfin bon, ouais, avec tout ce montant, est-ce que c'est bien raisonnable? En fait, la réalité, c'est qu'on voit bien l'impact très, très positif sur les territoires. Donc, si c'est en procédure accélérée, c'est effectivement l'idéal. Après les débats donc arriveront très rapidement au Sénat. Le Sénat est aujourd'hui, du fait de l'instabilité à l'Assemblée nationale, le lieu souvent de décision. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va falloir convaincre encore, tant aux affaires sociales que aux finances. Moi, j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer, on a déjà fait un tour, hein, chacun en tant qu'en plus rapporteur spécial sur emploi-travail. Du coup, j'ai déjà rencontré la ministre, j'ai déjà insisté sur moi quelles étaient mes priorités, sachant qu'il y a eu des très très gros efforts qui ont été faits sur le budget l'année dernière, que depuis, il y a eu des gels et des surgels. Enfin, je veux dire que la mission emploi-travail a quand même fait énormément d'efforts d'économie dès l'année dernière. On ne pourra pas refaire exactement la même chose et donc il va falloir effectivement se focaliser sur des dispositifs. Alors, évidemment, le premier réflexe, c'est de dire, mais on avait dit qu'on attendait la fin de l'expérimentation et donc on va y arriver. Enfin, voilà, et il arrive.
ces rapports arrivent. Donc l'idée n'est pas de dire ah ben non, c'est écrit que finalement c'est pas aussi efficace, donc on arrête tout. En fait, je partage parfaitement la vision euh, de Monsieur Véry. Il y a forcément des choses à améliorer. C'est justement le travail du parlementaire. C'est comment avec les experts, avec les France Travail, avec ceux qui sont sur le terrain directement, comment on fait pour que on puisse en tout cas améliorer les dispositifs. Donc j'ose espérer que, enfin en tout cas on portera et que ce soit transpartisan, c'est quand même la meilleure des choses. On portera le fait que effectivement on soutiendra et il y a eu des voix un peu partout. Enfin, moi je l'ai vu à la commission des finances. Voilà. Quasiment dans tous les groupes, il y avait quelqu'un qui était en capacité de porter le dispositif ou l'expérimentation, j'ai bien compris. Et que donc, du coup, je pense qu'il y a une petite organisation à faire. Moi, je suis prête à le rencontrer, enfin, avec Madame Raymond-Poncet-Monge, hein, qui elle aussi est très investie dans le territoire zéro chômeur pour aller voir dans chaque groupe comment on s'organise, comment on articule et comment on fait qu'on va nous-mêmes aller voir nos petits camarades pour aller les convaincre. Je pense qu'on peut faire ça dans les deux chambres. Et puis, en tout cas, voilà, sachez qu'on sera un soutien et j'ai du mal à vraiment, enfin, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, le contexte est difficile, il faut faire des économies, tout ça, tout ça. Enfin, le message politique serait catastrophique si ces textes ne pouvaient pas passer. Donc voilà, il faut y croire. Moi, en tout cas, j'y crois beaucoup. Merci, Madame Sonnet, de votre présence et on vous libère. Laurent, peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Écoutez, on va peut-être, on laissera le mot à Bernard Campan pour nous souhaiter de bonnes choses. Ce sera plus sympa que moi, je pense. Et en tout cas, merci d'être venu déjà, d'avoir fait le déplacement. Je sais ce que ça représente, hein, une journée entière, le train, etc. Bon, donc merci. On continue le travail tous ensemble. Et surtout, voilà, vous avez bien entendu le message que j'ai dû dire au moins 10 fois aujourd'hui. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les semaines à venir. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. Bonjour, je voudrais ici apporter mon soutien au territoire zéro chômeur de longue durée. Autant que je puisse en juger, c'est un mouvement d'une grande humanité, d'une grande intelligence. On n'est pas dans l'assistanat, on est au contraire dans le volontariat, la responsabilité, la responsabilisation, dans une solidarité qui tient compte des capacités de chacun, mais aussi des limites et des demandes de chacun. Et tout ça, ça marche. Ça marche. Nombreux sont déjà celles et ceux qui ont retrouvé un sourire et surtout leur dignité. Alors j'appelle de mes vœux à ce que ce mouvement se renforce le plus possible et surtout à ce qu'on aboutisse à une loi, une véritable loi pour le droit au travail. Voilà, merci.